Un truc de fou, Nokia, avant de faire des téléphones, ils faisaient des papiers toilettes. Vous êtes l'esclave de votre iPhone. La première drogue, à mon sens numérique, qu'il faut supprimer pour tout le monde. Désactiver les bulles de notification qui vous disent combien de messages ne sont pas ouverts. Shazam a été créé avant le smartphone. Duolingo, ça vaut quand même autour de 15 milliards de dollars. En disant je vais vous apprendre, c'est gratuit, et en vrai t'es en train de bosser pour lui. Exactement. En France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. La majorité des monégasques, je les considère plus comme des feignasses quoi. C'était 7 à 8 vidéos ouvertes en moins d'1 minute sur un site internet pour adultes. C'est 50% du trafic internet mondial. C'est colossal, c'est colossal. Salut à tous, bienvenue dans les découvreurs. Les Tamagotchi, le Nokia 3310, le jeu du Snake, les histoires d'Apple et de toutes les grandes marques de la tech. Quel est le point commun entre tout ça? Mon invité du jour, Romain Lannéry, qui va nous expliquer un petit peu finalement toutes ces histoires de grandes boîtes et de technologie et cette passion qu'il a autour de tout ça et finalement tout ce que ça nous apprend. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on va apprendre dans cet épisode super intéressant. Je vous rappelle qu'on est tous les dimanches à 18h sur YouTube. Vous pouvez vous abonner pour ne rien rater, vous pouvez liker, commenter pour nous aider, je vous remercie d'avance. On est également sur toutes les plateformes de podcast en audio, vous tapez les découvreurs pour nous trouver. Et juste avant de commencer cet épisode, je remercie la société Plod AI qui commercialise et qui fabrique ce petit bijou de technologie. Je vous en parle un petit peu plus tard dans l'épisode et c'est parti avec Romain Lannéry dans les découvreurs. Romain Lannéry, bienvenue dans les découvreurs. C'est pas ce que je fous là, mais je suis ravi d'être là en tout cas. Qu'est-ce que tu fous là? C'est incroyable. Comment ça, qu'est-ce que tu fous là? Vous aviez eu des invités de ouf. Bah oui. Bah, tu fais partie de ce casting. Merci. T'es un youtubeur tech. C'est ça. Et j'ai démarré par la tech et j'ai presque fini aujourd'hui presque par la philosophie de la technologie, quoi, en parlant plus de business, de comprendre les enjeux de marché, des marques qu'on utilise tous au quotidien, quoi. Mais c'est ça qui m'intéresse et c'est pour ça que t'es là. Merci. Parce qu'en effet, t'as une chaîne YouTube, Romain Lannéry, plus d'1 million d'abonnés aujourd'hui, 1300 vidéos. Oui, j'ai pas lâché. T'as pas lâché? J'ai pas lâché. On m'a dit lâche pas. T'as une idée, vas-y, continue, un jour ça va péter. J'ai pas lâché et il se trouve que ça a pété. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le slogan un peu connu pour les boomers. 1300 vidéos depuis 2013. Ouais. Waouh. Et donc, tu parles de tech, t'es passionné de tech et t'as plein d'anecdotes, en effet, sur d'où viennent telle ou telle technologie. Et comment se sont montées les boîtes. Et il y a tellement de choses à savoir. Sur on a une équipe là aujourd'hui avec des auteurs, des personnes qui m'aident aussi sur les réflexions de sujets. Et on a trouvé des pépites à chaque fois. Et on se dit, mais c'est ouf, tout le monde utilise cette application ou ce produit. Et personne ne sait qu'il s'est passé ça, quoi. Ouais, et au-delà des trucs de base, de ok, Apple, Steve Jobs. Oui, non, on est bien loin. On a poussé un peu le niveau quand même. On a poussé un peu le niveau. Ouais. Alors je sais que t'es fan d'Apple, donc je vais pas dire trop de conneries. Mais je les remets beaucoup en question aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai été 10 ans avec un Samsung. Je reconnais en fait la prouesse de l'écosystème Apple, que je trouve intéressante. Il se trouve que j'ai les moyens de me payer aussi cet écosystème-là, qui est quand même pas donné. Donc non, je suis pas forcément d'une team ou de l'autre. Ah ouais? Ouais, non, honnêtement, je suis ouvert sur, au contraire l'ensemble, quoi, tu vois, des besoins. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde, et c'est tant mieux, en fait. Moi, j'étais très réfractaire à switcher. Ok. Tu vois, j'étais le mec qui est là, Mac, oh là là, faut tout réapprendre, ça me fait chier, j'ai pas le temps, je travaille. Ouais. Le jour où j'ai switché dans mon cerveau aussi, quoi. C'est-à-dire que je peux plus. Mais parce que je te vois bien minimaliste, à vouloir aller directement à l'essentiel. Il y en a qui aiment bien aussi. Enfin, je pense qu'il y a c'est encore vachement intéressant d'observer finalement les différences d'écosystèmes. Il y a aussi, je pense, des rapports qualité-prix quand tu enlèves l'écosystème d'Apple qui sont beaucoup plus intéressants chez des concurrents. Ouais, bien sûr. Il se trouve que si tu mets à part l'écosystème Apple, tout coûte une fortune et je comprends que certaines personnes n'aient pas besoin de cet écosystème-là et simplement un téléphone, n'ont pas les mêmes enjeux que nous dans la rapidité de business, de parler avec les équipes, d'envoyer via AirDrop ou de plein de choses comme ça, la sauvegarde des passwords, de généraliser sur l'ensemble des devices. Donc je pense qu'il y a plein de questions aujourd'hui et les deux teams me vont très bien, moi. Apple, je trouve qu'il y a cette magie, ils ont réussi à créer, et ça c'est un truc business, où bon ok, il y a des fonctionnalités qui sont trop cool, genre moi ce qui m'a changé la vie c'est le copier-coller entre ton téléphone et ton Mac. De plus envoyer le machin comme sur un PC, quand tu copies sur ton téléphone, tu colles sur ton Mac. Hein. Pour les gens qui sont sur Android, qui ne connaissent pas ça, revenez avec nous. Ça y est, c'est en train d'être déployé. Il y en a plusieurs maintenant de constructeurs qui le font aussi, de diverses façons. Mais ça restera jamais aussi simple que quand une seule enseigne fabrique le hardware et le software. C'est la grosse puissance d'Apple. Ils ont réussi à mettre cette petite magie dans leurs produits, en fait, où ça a l'air magique, alors que non, c'est complètement con. Enfin, puis maintenant, ils délèguent même plus la fabrication de processeurs. Ce sont maintenant même les processeurs Apple. Donc en fait, toute la technologie, quand tu la maîtrises,
C'est un peu comme en immobilier. Quand tu délègues la gestion immobilière, c'est jamais aussi bien optimisé que quand tu fais tout de A à Z et que tu comprends même la gestion locative dans ton business plan de construction d'immeubles. Tu peux optimiser beaucoup plus de choses. Donc je pense qu'il faut le voir un peu comme ça. C'est quoi, regarde, ça tombe très bien qu'on parle d'Apple, parce qu'on va aller en arrière, on va détricoter la pelote de laine et on va parler de Nokia. Ok. Parce que tu as fait une vidéo sur Nokia. On en a fait sur le Nokia 3310, précisément. Je trouvais que c'était un produit qui a marqué une vraie génération dans les années 2000. Grave. Et il y a cette sonnerie qu'on a tous en tête, et on en a reparlé du coup. Et le Snake. Et le Snake, évidemment, un jeu incontournable, et les coques de téléphone personnalisables. Et le fait qu'il soit indestructible. Ah, c'était ouf. Et un truc de fou, c'est toi qui me l'as appris, c'est que Nokia, avant de faire des téléphones, il faisait des papiers toilettes. Il faisait du papier toilette. C'est dingue. J'ai trouvé ça hallucinant. En fait, Nokia, c'est avant tout une ville de Finlande. Ok. Et c'est situé à 200 km au nord de la capitale Helsinki. Et pour te donner une idée, c'est en 1865 qu'il y a un homme barbu du nom de Fredrik Idestam qui a l'idée d'implanter une usine de pâte à papier et de caoutchouc au bord d'une rivière qui passe pas loin de là. Voilà, logique, hein, la Finlande regorge pas mal d'arbres et de forêts, donc tant qu'à faire, on les exploite. Et c'est comme ça que l'un des tout premiers produits qui sort des usines Nokia, c'est du papier toilette. Voilà, c'est un bout du script, tu vois, des vidéos qu'on écrit sur YouTube, et je trouve ça dingue parce que très peu de gens le savent en fait, au final. C'est là que tu vois, je vois que t'es le mec tech, parce que de tous les invités qu'on a eu dans les découvreurs, t'es le seul qui vient avec son iPad. J'aime bien être précis. J'ai du mal quand on n'est pas précis, donc je me dis, et en même temps je me dis, putain, j'ai une équipe incroyable avec qui j'ai pu bosser sur la vidéo. Si j'arrive et que je commence à me gourer de dates ou d'endroits ou de trucs, ils vont me tuer, tu vois. Ils ont bossé. C'est pas du tout un reproche, mais toi, ça prouve bien. J'aime bien, c'est vrai. Et donc, non, mais Nokia, attends, s'il te plaît. Moi, j'ai pas eu le 3310, tu vois, j'ai raté ma vie. J'ai eu le. Moi non plus, j'ai pas eu le 3310, j'ai démarré avec un Motorola. 7410. Il y en avait un qui était trop stylé, qui avait des touches comme ça sur le côté, là, je sais plus quel numéro. Il y en a eu plein, hein, autant que de mes vidéos YouTube. Hein. Ah. Je te jure, c'est incroyable. Ils ont vraiment utilisé cette façon-là dans leur business pour le façonnner, malgré un peu la chute à la fin. Finalement, aujourd'hui, on n'utilise pas de Nokia. Mais ils ont sorti des téléphones en nombre incalculable, quoi. Juste pour tester à chaque fois des nouveautés. Un coup, je te mets l'antenne, un coup, je te mets plus l'antenne. Un coup, je teste ça, un coup, je le teste. Et finalement, ils essayaient vraiment de comprendre quelles étaient les demandes des consommateurs. Et pour ça, tu t'arrêtes pas de produire, tu continues, et puis tu vois, tu benchmark, quoi. Ça a été les premiers à comprendre qu'un téléphone, ça pouvait être sexy, et à te laisser télécharger des sonneries, changer tes coques, etc. Parce qu'au départ, pour remettre en perspective, le premier téléphone portable, c'était dans les limousines à Wall Street, quand tu avais ton chauffeur et tu avais la grosse antenne et tu disais « Oui, Jérôme, nous vendons ces actions, ok, super !» Et donc en fait, la daronne, elle n'avait pas du tout compris que le téléphone portable pouvait être quelque chose de grand public dans le quotidien. Et dans la vidéo, on joue beaucoup sur l'émotionnel. Moi, j'aime bien toucher les gens avec des choses qui m'ont touché. J'aime bien me replonger dans une histoire. D'ailleurs, on construit d'abord un podcast audio et une immersion complète en audio avant de construire une vidéo. La vidéo arrive presque après, parce qu'on aime bien te replonger du coup dans les années 90-96 à New York, avec le patron, la voiture qui arrive. Tu vois, on a envie que tu sois dans une histoire. Et finalement, quand tu reprends cette histoire-là, les téléphones au départ, c'était ça, quoi. Et c'était filaire. Et des personnes qui se sont dit mais en fait dans les mains du grand public. Et là tu vois les premières séquences qu'on partageait, c'était dingue. Tu avais des télés qui filmaient des gens qui étaient dans la rue et qui disaient oui Josiane, oui, et ouvre ta fenêtre, regarde d'où je t'appelle, je suis dans la rue. Et là tu fais waouh, c'était fou. C'était fou pour l'époque, quoi. Et donc, non, ça a vraiment marqué une histoire. C'est eux aussi qui ont inventé ou peut-être démocratisé, je sais pas quel est le bon terme, si c'est vraiment eux qui sont à l'origine de la technologie, mais le T9. Pour écrire super vite des SMS. Aujourd'hui, on connaît plus, c'est l'autocorrect ou alors. Mais pour les vieux comme moi j'ai très bien connu ça. D'ailleurs, c'était magique. C'était incroyable. Et tu avais aussi donc la particularité du T9, c'était presque les prémices de l'IA, puisque tu pouvais prédire presque ce qui allait arriver avant. Il fallait appuyer plusieurs fois. Mot, exactement. Et il devinait ton mot. Exactement. Mais tu as connu quand même la période où les SMS étaient facturés au nombre de caractères. Oh oui. CC, CMTV. Tu vas bien, salut, comment tu vas, machin, BI1, machin, on avait créé un nouveau langage, c'était fou. Et d'ailleurs, je me rappelle que les générations d'après, nos parents, etc., disaient « Ah, les jeunes vont devenir complètement fous, ça leur bousille le cerveau, etc. » Comme nous, on dit « Sale con de vieux ». Avec TikTok, aujourd'hui, on dit « Ah, les jeunes, ça leur bousille le cerveau ». Alors que, tu vois, enfin, je veux dire, les abréviations de SMS sont sorties du langage finalement jeune.
et moins jeunes, puisqu'on on a évolué avec. C'est pas pour ça qu'on ne sait pas écrire. Enfin, je sais pas à quel point ça a tué l'orthographe. Ça a permis aussi une connexion mondiale. Ouais. Faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, tu te réveillais pas le matin en ayant accès à des informations qui pouvaient se passer à l'autre bout du monde. Et finalement, au tout début, tu avais des chats IRC sur Internet. C'est tu viens de me replonger. Ah mais là, c'est les prémices d'Internet quand même. Tu es au début de ça, et puis tu te retrouves avec les premiers SMS, Facebook après, qui arrive aussi un petit peu, MSN, BlackBerry Messenger, BBM. N'abusez pas des Whiz, t'as connu ça? Ah, c'était horrible. Vous pouvez envoyer ça, des j'ai Whiz. connu. Moi, mes premières amourettes, quoi, c'était à base de Whiz. C'était elle me répond pas. Pour les j'envoie un jeunes Whiz. qui nous regardent, qui pensent qu'on est des fous. Ah non, c'est ouf. Les Les Whiz, c'était ouf. quoi? C'était t'envoyer une vibration sur la fenêtre. Ça faisait vraiment vibrer la vibrer fenêtre l'écran. du PC. Ouais. Et ça faisait un bruit Ça faisait... Ouais. d'enfer, quoi. Et quand on envoyait trop, ça marquait. Ouais. N'abusez pas des Whiz. D'ailleurs, on le retrouve aujourd'hui avec quand tu parles à une personne sur iOS avec les iPhones. Je sais pas si c'est le cas peut-être sur Android aussi. Quand tu es en ne pas déranger, tu peux cliquer sur informer quand même la personne du message. Et là, tu as le téléphone de la personne qui va vibrer avec le message qui s'active comme un Whiz. C'est très rigolo. On est revenu à ça, quoi. 2025, tu vois. Et tant qu'on est dans la nostalgie, parce que tu as plein de vidéos sur la nostalgie, et notamment les Tamagotchi, putain. Tu sais qu'en fait, c'était une... Alors, pour expliquer la strat, parce que ça fait... En 12 ans de YouTube, j'ai eu le temps de changer. Au début, je faisais des unboxings d'iPhone pour expliquer le nouvel iPhone. Après, je me suis dit, c'est quand même un peu plus intéressant de comprendre la stratégie de la marque pour comprendre ce qui peut se passer dans les 5 à 10 ans plutôt que juste un produit qui va changer tous les 6 mois. Et on s'est dit, parce qu'il y a eu une grosse période de sessions, un peu de sujets différents. Je parlais même un peu plus d'automobile avec l'arrivée de l'électrique. Je faisais des vlogs, de voyages. Enfin, je me cherchais comme tout gamin qui commence à 15 ans et qui continue jusqu'à ses 28 aujourd'hui, tu vois, dans le même métier. Et à un moment, je perdais un peu la connexion continue avec mes abonnés les plus anciens. Et on s'est tous posés et mon équipe m'a dit, mais qu'est-ce qui te fait vibrer toi, tu vois J'en parlais beaucoup avec mon agent Influx aussi, qui a plein de pôles et qui me permettait d'avoir des réflexions plus poussées. Et il me disait, en fait, il faut juste que tu parles de ce qui t'a touché à travers la tech. Et c'est comme ça que je découvre finalement un sujet qui me passionnait encore plus que le produit. C'était finalement ce qui se passait dans ces industries-là, les habitudes de consommation, l'évolution de la technologie. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à se dire, mais si on parle de produits qui, moi, aujourd'hui, me rendent nostalgique et qui me touchent, peut-être qu'on peut se reconnecter à une masse silencieuse qui n'a peut-être pas suivi toutes les transitions de vidéos et tout ça. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au départ avec les que sont-ils devenus Tamagotchi, Yahoo, le Concorde, MSN, BlackBerry. Et une vidéo qui a explosé, qui a fait 500 000 vues aujourd'hui, c'est l'erreur fatale de la chute de l'empire de Toys R Us, qui a mené l'empire Toys R Us. Tu vois. Alors ça tombe bien parce que je ne l'ai pas vu. Donc si tu peux nous l'expliquer, je suis intéressé. Dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail. Non, mais c'est terriblement intéressant. Okay. En fait, tu te retrouves avec Toys R Us, qui est un vendeur physique immense de jouets. On s'en rappelle tous. Exactement. Plein de boutiques, plein d'enseignes partout et tout ça. À un moment, tu as Amazon qui arrive et qui dit moi, j'arrive à intéresser les gens pour qu'ils commandent des livres en ligne et puis finalement des produits. Je vais réussir à vendre en ligne. Au départ, les magasins sont quand même réfractaires. Ils se disent, non, ils ne peuvent pas toucher la peluche, ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton du jouet pour entendre Buzz l'éclair, machin, donc ça ne va pas être la même chose. Ils mettent un peu de temps. Amazon prend de la place, c'est des Américains aussi, donc on connaît, quand ils arrivent sur un business, ils arrivent fort. Et à un moment, Amazon a une super idée. Ils disent à Toys R Us, vous voulez pas distribuer chez nous, c'est cool, puis nous on n'a pas de jouets et tout ça, allez-y, puis vous avez pas de site internet encore. Ah non, on est en train de faire notre site internet et tout ça. Vous nous simplifiez la vie, on va rien faire chez nous, puis on va tout mettre chez vous. Super idée. Les ventes explosent. Toys R Us ne se préoccupe absolument pas de la vente directe, exactement comme beaucoup reviennent aujourd'hui dans la téléphonie avec Samsung, Realme, Xiaomi ou autres qui commencent à ouvrir des corners et à se dire putain, ce serait bien qu'on ait nos clients, parce qu'en fait d'être tout le temps chez Darty, chez Fnac, chez Boulanger, on perd la maîtrise de nos clients. On n'a pas les contacts. Et finalement, s'il y en a un qui arrive et qui met plus de marge sur ce produit, il sera plus en avance à la Fnac que moi et tout ça, donc je me retrouve un peu dans le caca, quoi. J'ai pas le choix que de faire avec les distributeurs. Toys R Us se retrouve dans la même situation, mais aux prémices d'Internet et de la vente en ligne. Délègue toute la vente sur Amazon, ça explose. Amazon regarde et fait c'est bien, ce produit-là il se vend, ce produit-là aussi, on va faire les mêmes. Ils ont la data. C'est une super. On a tout, allons-y les gars. Amazon se retrouve vendeur de jouets numéro 1 en ligne à l'époque. Toys R Us se dit putain, ils nous font flipper, on va peut-être faire notre site internet, c'est trop tard.
Amazon a tout bouffé. Donc Son au départ, intérêt. on a vendu la vidéo, on parle de comment est-ce qu'on la vend quand on la met en ligne avec le titre, on a mis comment est-ce que Amazon a tué l'empire Toys R Us pour arriver sur un sujet tech, et finalement aujourd'hui on en est à la mettre en avant sur la chute de l'empire Toys R Us. Ils ont gardé des corners, il y a toujours quelques corners aux États-Unis, je crois que c'est chez Macy's notamment, grosse branche aux US, mais c'est passionnant quoi. Et tu regardes du coup au fur et à mesure les lancements, les publicités aussi. Ils se sont ramassés Toys R Us sur une publicité au début de l'intelligence artificielle. Ils se disent c'est une super idée, c'est à la mode, on va faire une publicité à l'IA. Ok. Bah c'est super. Remplace des enfants fabriqués avec l'IA, des jouets et tout ça. Les gens sont en mode mais c'est pas du tout humain, ça fait flipper, Ouais, c'est bizarre. bizarre, c'est weird quoi. Et ils accrochent pas. Donc pareil, coup de pub, un gros flop. Donc non, vraiment grosse aventure incroyable quoi. C'est fou parce qu'ils avaient toutes les licences là, justement. Tu Ah parlais ouais, de c'était colossal. l'éclair, etc. Ils avaient tout. Mais finalement les licences ça fait pas tout. Autre exemple avec une autre vidéo quand on parlait tout à l'heure de nostalgie avec les Tamagotchi. Ouais. Tamagotchi, ça vrai. a sauvé une boîte. Ça a sauvé la boîte Bandai. Bandai, au départ, vivait qu'avec des licences. Donc, tu prends très peu de marge, finalement. T'as pas la main sur le produit. Tu acceptes bien de faire ce qu'on t'autorise à faire. Ouais. Et quand tu as une ou deux licences en baisse et que toi, tu continues d'avoir des coûts pour distribuer ces produits-là, tu te retrouves un peu une main devant, une main derrière. Et c'est comme ça qu'ils se disent à l'époque, pour le Tamagotchi, bon, il y a les jouets éducatifs qui arrivent, il y a les ordinateurs pour enfants, il y a les premiers produits jouets éducatifs électroniques, il faut qu'on se positionne dessus. Et c'est comme ça que le Tamagotchi, le projet Tamagotchi naît chez Bandai et qui devient un succès Ouais, ça a fait planétaire. tous leurs quoi. chiffres pendant des années. C'était colossal. Et on se rend pas compte parce que du coup, quand j'ai vu ta vidéo sur le Tamagotchi, je me suis rendu compte du phénomène. Parce que moi, je me rappelle comme tout gamin en avoir eu un. Franchement, moi, ça m'a pas. Je sais pas, j'ai dû jouer une semaine ou deux. Après, c'est bon, il est mort, ça m'a saoulé. Il a fini dans un carton, tu vois. Mais je me rendais pas compte à quel point, mec, il y a une rupture nationale de piles Complètement. à cause des Tamagotchi. Ouais. Plus de piles. Et puis des génies sur la mise à jour. Ouais. Les gars, on doit faire une mise à jour. On fait comment? Parce qu'on peut pas les mettre à jour. Ben, on en refabrique et on dit que c'est un nouveau Tamagotchi. Ouais. Ben, on les revend pareil. Ouais. Tu te dis, mais Et en fait, ils ont fait des générations, des générations. Ouais. Et les générations, moi, que j'ai pas du tout connues parce que j'étais plus, mais en couleur. Après, qui se connectent en Bluetooth, tu peux leur faire se parler. Après, sur Internet. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des apps, etc. Ah non, mais c'est pas mort du tout. J'ai fait des ventes de Tamagotchi sur mon lien affilié Amazon depuis ma vidéo Tamagotchi. J'en parlais à des enfants autour de moi en famille et tout ça qui me disaient non mais moi j'en ai encore un, j'aime bien ça. Là ils viennent de sortir des Tamagotchi Star Wars et il y a pas longtemps, enfin il y a quand même quelques années, tu te dis tu pars d'un jouet en plastique, d'un œuf là de 25 grammes, tu atterris sur StockX avec Supreme. Ouais. Tes Tamagotchi, c'est start from the bottom, now we are here with Supreme on StockX. Supreme, Star Wars, machin. C'est colossal, enfin, c'est hallucinant quoi. Et ce qui est fou, c'est que, honnêtement, le jeu, un peu de la merde, hein. Genre, t'as un tas de pixels, tu dois filer à bouffer et puis lui lancer une balle. Et tu sais d'où ça part? Parce que l'idée du jeu, c'est parce que, du coup, Bandai, boîte japonaise, au Japon, très peu d'espace de vie chez toi, très difficile d'avoir un animal de compagnie, et ça responsabilise les enfants. Quand ils jouent à un jeu, donc ils l'ont tourné éducatif. Exactement, au départ c'était l'idée, mais ça a rendu des enfants fous. Il y en a qui ont eu des séances chez le psy pendant plus... Parce qu'en fait, non mais il y a eu des... Yann, il y a eu des enterrements physiques de Tamagotchi. Il y avait des forums où il fallait organiser des funérailles de Tamagotchi. Oui, mais... Ah mais c'est dingue quand tu te dis ça. Et finalement, ça a rendu des enfants complètement fous parce qu'ils avaient peur que le Tamagotchi meure. Ils se réveillaient la nuit en ayant peur que leur Tamagotchi n'ait pas fait caca ou je ne sais quoi. Et finalement, de base, c'était juste super ingénieux. C'était le fait de dire, bon, bah, mon enfant, je suis dans un tout petit espace, je peux pas l'habituer avec des animaux. Ouais. On est dans une vie très urbaine, très lourde. On va peut-être essayer de rendre les choses un peu plus légères en proposant d'éduquer un animal, enfin, de l'éduquer avec un animal de compagnie électronique. Et puis, tu as transformé ça en drogue, quoi. C'était vraiment la drogue de l'époque. Et surtout à l'époque où, c'est pas comme aujourd'hui, c'est normal, Internet, l'intelligence artificielle, les relations dématérialisées, mais à l'époque où pas du tout. Non. À l'époque où c'était... Enfin, je me rappelle que les gamins étaient fans de ça, mais les parents, même les journalistes à la télé, ça passait aux 20h et tout. C'était un peu genre... C'est la nouvelle mode, mais c'est bizarre, quoi. Ouais. De prendre soin d'un truc numérique. Non, on n'a pas réinventé la roue avec TikTok. Hein. La différence, c'est la data. Ouais. Aujourd'hui, on a la data. Ouais. Aujourd'hui, on a de l'impact, on s'est retracé, on s'est proposé, on s'est envoyé des notifications. Mais bon, les notifications du Tamagotchi, c'était le Tamagotchi qui hurle en pleine classe. Oui, quoi, ils étaient bannis des salles de classe à cause de ça. Exactement. C'est fou, ça c'est fou. Et ils ont fait un
une chier d'argent C'est incroyable. et ça a sauvé la boîte. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont cotés en bourse, non, Bandai? Non, Je je crois pas. D'ailleurs, Ah si, Putain, je pense. Ah ouais Attends, vas-y, je vérifie. au Japon ou je sais pas où. Bandai Stock. À mon avis, ils sont. Ouais. Ah ouais. Bandai Namco Holding. Ok. Ouais. D'ailleurs, attends, petite progression. J'ai jamais regardé quand même. 70% en un an. Ils ont pris. En 5 ans, 164%. J'ai jamais regardé ce stock, tiens, je vais regarder. Incroyable. Ah, c'est rigolo. Et attends, du coup, j'ai pensé à un truc. Oui, parce que tu parles de notification. Tu parlais du nombre, 91 millions de Tamagotchi vendus à travers le monde en mars 2023. On a rapporté Attends. ces chiffres-là. Tu dis 91 millions de Tamagotchi, j'étais là, ouah, c'est énorme. Et après, tu dis en mars 2023. Non. En tout. En tout. Ah, merci. Jusqu'à mars. Oh, j'ai tellement peur. Je me suis dit, là, il y a un truc qui se passe. Pour lancer des usines de Tamagotchi, les gars. Là. 91 Non, millions, non. non, mais c'est quand même beaucoup. C'est immense. énorme, c'est énorme. Ben, j'avais comparé ça avec l'iPhone, si je te retrouve. Je trouvais ça dingue de se dire que tu avais le nombre d'iPhone vendus comparé au Tamagotchi. Voilà, alors attends, l'histoire continue avec la série animée Tamagotchi au Japon qui booste encore la franchise pour amener Bandai à 76 millions de ventes de Tamagotchi entre 1996 et 2010, Ouais. 76 millions de ventes en un peu plus de 10 ans. Pour référence, l'iPod d'Apple, lancé en 2001, s'était vendu à 100 millions d'exemplaires en 6 ans, entre 2001 et 2007. Alors que c'était vraiment le produit phare. C'est l'iPod. Ouais, l'iPod, Tu compares c'était- l'iPod à Tamagotchi, quoi. Et je trouve ça dingue de comparer. J'aime bien aussi, j'ai l'aspect un peu avec mon auteur journalistique, tu sais, où j'aime bien remettre des chiffres dans son Ouais, contexte, ouais. parce que 91 millions, ça peut vouloir rien dire, là 76 millions, mais finalement, quand tu compares à l'iPhone à 100 millions d'exemplaires en 6 ans, tu te dis, ils ont fait fort, quoi. Sur un jouet... D'ailleurs, parenthèse, parce que là, tu viens avec tes scripts, etc., tu parles de ton auteur. Comment tu t'organises? Alors, C'est un bordel, ces interviews, on fait ce qu'on veut. aujourd'hui, on est à peu près 8. J'ai 8 prestataires. Ok. J'ai personne en CDI parce qu'il y a des semaines où je réfléchis tout seul. J'ai Ok. besoin d'être seul. Et il y a des semaines où on est plusieurs. Et c'est surtout que toutes les équipes, et j'ai proposé à certains d'être embauchés. Et ils m'ont dit, non, mais attends, j'ai une liberté de ouf. Je travaille pour tel youtubeur, j'ai ces idées-là. Je travaille pour toi, j'ai ces idées-là. Donc en fait, c'est un écosystème qu'on fait tous grandir. Ok. Et c'est de cette façon-là dont je travaille aujourd'hui. J'ai mon agent Influx qui m'aide beaucoup aussi sur les réflexions très long terme. C'est quoi mon positionnement? Quelles sont les nouvelles séries peut-être sur lesquelles il faudrait qu'on se mette, les nouveaux formats? C'est Influx qui m'a dit pendant longtemps, fais du podcast, arrête de me saouler, fais du podcast. Le fait de faire du podcast, ça m'a amené à mieux travailler l'audio, l'immersion dans les vidéos. Donc tout ça, c'est assez complémentaire. Donc pour te dire, j'ai 2 personnes avec qui je réfléchis sur les idées des vidéos et l'écriture de ces vidéos-là. Je suis vraiment un gars qui ne peut pas ne pas mettre les mains dans le cambouis, donc je vais relire 20 fois le script avant, je vais le redéfoncer, revoir l'ordre et tout ça. Ensuite, j'ai un réal avec un assistant de prod. On réfléchit au setup de la vidéo. Est-ce qu'on veut un setup plutôt clean? Un setup, on a raconté l'histoire de Steam dans les jeux vidéo, plateforme qui a tout défoncé sur le marché du jeu physique. Et ça, on avait recréé un setup comme quand j'étais gamin des années 96, avec le vieux GTA en poche DVD, Half-Life et tout ça, tu vois. Et ensuite, un monteur. Un réalisateur-monteur plus, qui est incroyable et qui on travaille depuis 6 ans maintenant. Et la distribution, les miniatures, moi, j'ai toujours très accroché à l'image. J'ai démarré YouTube parce que je découvrais des tutoriels photo. J'aimais bien la photo par mon oncle et j'avais 12-13 ans et j'ai découvert YouTube comme ça. Après il y a eu Diablo X9, il y a eu, voilà, je mets les Digidix, ils vont avoir des références. Il y aura certains qui vont avoir des références en France et c'est comme ça que ça a débuté. Je partageais des premiers tutos photo vidéo sur YouTube. Donc j'ai un tuto Photoshop qui a fait 1 million de vues et qui est toujours resté sur YouTube. C'est drôle, il fait encore des vues aujourd'hui alors que tu te dis putain ça a trop vieilli. Mais en fait, mises à jour depuis. Exactement, mais finalement le principe reste le même. Donc je continue de m'éclater moi en perso sur les miniatures de vidéos, les visuels et tout ça. J'aime bien continuer de toucher un peu à la DA quoi. Ah, c'est toi voilà. qui fais tes miniatures. Ouais. Beaucoup d'IA. Je pense que sans l'IA je le ferais pas comme je le fais aujourd'hui. J'ai longtemps travaillé avec des super graphistes et je continue d'ailleurs de les interroger tous les 3 à 6 mois, tu vois, pour pas mourir. Moi, j'ai peur de vieillir d'un point de vue créatif. Okay. Donc, je peux te citer des jeunes qui créent des vidéos TikTok qui ont 18-19 ans, qui sont dans leur chambre et qui font des live Twitch. Il y en a un que j'adore en ce moment qui est en train d'exploser, qui est Anime, qui fait des parodies, qui joue à des jeux je te dis n'importe quoi. Il fait un simulateur de conducteur de bus et il va te mimer le conducteur de bus. Mais c'est à exploser de rire, tu vois. Donc j'essaie vraiment de rester connecté. Ça me fait kiffer de me dire qu'est-ce qui se passe sans aucun jugement.
J'aime vraiment me dire, non, attends, si ça marche, arrête de dire, tu vas faire comme les vieux de l'époque. Ouais, comme les vieux, non, vas-y, c'est cool. Ok, intéresse-toi, suis plusieurs vidéos, tout d'un coup, tu comprends, toi aussi, t'aimes bien. Donc c'est ça que dur j'aime bien, de pas faire le vieux de base. Hein. Ouais. Je suis le premier à le faire avec TikTok. Mais je pense qu'il faut assumer, tu vois, j'en vois plein qui vieillissent et qui commencent parfois des podcasts, tu sais, motivation en disant arrêtez TikTok, arrêtez. Non, c'est pas grave. Moi, je suis sur TikTok 10 minutes le matin en me réveillant et c'est pas grave. Est-ce que je m'en rends compte? Oui. Ce qui serait grave, c'est de pas se rendre compte que tu y passes 3 heures. Ça, il faut être factuel et aussi, tu vois. Mais je trouve ça cool d'être OK sur le fait d'être humain, tu vois. Peu importe ton niveau. T'as l'impression qu'après, il faut jouer une image sur YouTube. Moi, j'aime pas trop. Je me dis que toutes les semaines en live, je suis moi. Les gens, on parle de plein de choses dont je parle pas dans mes contenus. Mais après, je pense qu'il y a quand même un côté terre-à-terre à garder, quoi. C'est marrant parce que ça va à l'encontre de tous les trucs de dev perso bullshit. Bon, moi pareil, je suis pas super fan de ça, mais en effet, où on me dit il faut être parfait sur tous les plans, etc. Ouais. Donc ça, c'est intéressant d'être humain. Et ça va aussi à l'encontre un peu de la mode, et on en parlait juste avant en off, donc on peut mettre les pieds dans le plat. La mode actuelle d'être un mec dur. Il y a cette mode d'être dark sur Internet en ce moment, qui est incroyable. Et je sais pas si de personnes parfois qui n'ont pas du tout besoin de l'être. faut être dark. Moi, je suis des CEO, des PDG et autres, et parfois ils se mettent en scène et je me dis, mais pourquoi t'as besoin de... Même 100 000 abonnés sur ton compte Instagram, enfin, qu'est-ce que tu t'en fous? Gère tes équipes, passe du temps avec tes équipes. T'as vraiment envie d'être reconnu à Carouf ou à McDo en disant, ah, c'est toi le mec qui dit dark. des citations, tu sais, genre motivation. Tu l'as vu, il y a un créateur incroyable là aux US qui a explosé avec une trend où... minute par minute le matin il se met des glaçons dans la gueule et puis après il fait du sport et ça a été parodié, tu sais, genre à 5h17 tu te lèves, à 5h18 t'es en call meeting machin, à 5h19 t'es au sport et t'es là en mode non, c'est un peu, il y a des choses vraies qu'il faut raconter. Tu l'as dit dès le début, 1300 vidéos, c'est vrai que j'aurais peut-être pas pu faire de ma passion un métier si j'avais fait 2 vidéos et que j'avais croisé les doigts et que j'avais attendu, ça c'est factuel. Il y a des choses qui se déclenchent par la répétition, mais c'est pas pour autant que je peux pas être cool à 19h quand j'en ai envie, je peux pas prendre un dimanche quand j'en ai envie. Je pense que le plus intéressant aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui a de la valeur dans ce que tu fais. Donc c'est super de taper sur le clou, mais si le clou, juste en dessous, t'as une plaque de métal, t'as beau exploser le clou tous les jours, il va rien se passer, quoi. T'as pas de valeur là-dessus. Donc je trouve que c'est la limite, parfois, que je comprends pas trop. Travailler smart ou travailler bien. Ouais. Mais j'ai failli le devenir, hein. Il y a eu une petite transition. Le mec dark. Il y a eu une petite transition. Faut que tu sois fort. Faut que tu sois un mâle alpha. Tu lances ton activité jeune, t'en chies quand même un peu et tout, et puis t'as des premiers résultats qui tombent et tu commences à dire, je suis là, quoi. Tu vois, t'as ce truc où t'y crois à la pièce de théâtre. Et j'étais content d'être bien entouré. Pour un moment dire, non les gars, c'est une pièce de théâtre. Là on finit de tourner, c'est cool. Tu vas retourner chez toi, tu vas sortir ton chien, ramasser le caca, tout va bien se passer. Tu vois, c'est pas grave, tu vois. Surtout que pour faire moi aussi des vidéos, comme tu le sais, on est en vidéo maintenant. Oui. Et moi je te suis depuis longtemps en plus, donc j'ai vu le côté... Mais si tu tiens un rôle en vidéo, que ça soit le mec dark ou plus gentil que t'es, ou plus intelligent, tout ce que tu veux, c'est intenable 1300 vidéos par exemple, tu vois. Tu peux pas. Intenable, c'est crevant. Ton personnage, il tient pas. Tu peux pas faire de collaboration avec d'autres parce qu'à un moment, t'es pris sur le fait de dire ah tiens, c'est un perso ou autre. Ou quand t'es en interview avec des journalistes ou à la télé ou je sais pas, c'est intenable. Je trouve que ceux qui le tiennent le mieux, c'est ceux qui assument que c'est un personnage. Je pense à La Boiserie, Lucien. Ouais. La Boiserie, c'est un personnage. Et il le dit, et c'est ok. Il a sa chaîne business et tout ça, il te parle sérieusement, et puis d'un côté, et après il te fait, comment il s'appelle, Rogan, ou comment il s'appelle, le gros beauf campagnard qui me fait mourir. Campagnard, à moitié c'est cool. gitan, Exactement, ouais, et c'est cool de le faire, je trouve. Donc il faut assumer, il faut pas... je pense que dès que tu essaies de changer, que ça soit pour des proches, ou pour juste plaire, ou ça peut pas perdurer, quoi. C'est difficile. C'est un moment, ça se voit. J'interromps votre épisode quelques secondes pour vous parler de cette petite merveille de technologie. Est-ce que vous avez déjà eu une discussion très intéressante, mais impossible de se souvenir de la moitié 2 jours après? Ou alors vous avez pris des notes, mais vous n'arrivez même plus à vous relire. Bref, on connaît, c'est les problèmes qu'adresse notre partenaire sur cette émission, Plod AI et leur Plod AI Notepin. Alors, c'est un mini micro qui se clipse où vous voulez,
pouvez le mettre avec un aimant, en bracelet, sur le col de votre t-shirt, en collier, en badge, bref, on l'oublie directement, sauf que lui, il oublie rien. Il enregistre, il transcrit proprement ce que vous dites, il résume automatiquement et sort même des mind maps ou des résumés faits avec l'intelligence artificielle. En gros, c'est comme si vous aviez un deuxième cerveau qui écoute et qui garde toutes les infos. Comment ça marche? Il suffit de télécharger l'application Plod.ai, on fixe l'objet, on l'oublie et ça enregistre. Ensuite, dans l'application, il suffit de récupérer la transcription propre, qui a dit quoi, la mise en page, les paragraphes sont clairs et vous pouvez même demander un résumé avec l'intelligence artificielle. Ça marche pour les interviews, les réunions et même les notes vocales perso quand on a une idée d'un seul coup dans la rue. Personnellement, sur les découvreurs, quand je discute avec un invité, un expert, il y a des idées dans tous les sens. Je vais pas sortir mon téléphone ou mon carnet toutes les 2 minutes, c'est pas terrible pour la concentration. Là, je suis tranquille, j'écoute, je garde l'esprit libre et je retrouve tout après clairement dans un résumé exploitable. Côté sécurité, les données sont stockées localement et ensuite encryptées lorsqu'on fait appel à l'IA. Pour découvrir le Plod.ai NotePin et même bénéficier de 5 € de réduction, j'ai mis un lien dans la description, dans le commentaire épinglé et partout autour de cet épisode. Merci à Plod.ai pour leur soutien et on retourne tout de suite à notre épisode avec Romain Lannéry. Tu parlais de notifications, je reviens là-dessus. Ouais. Parce que ça, c'est un fléau quand même. Et c'est pour ça qu'il faut toujours arriver à mettre un peu, tu sais, la bonne échelle. Dans, ok, je m'autorise des trucs, mais aussi qu'est-ce que j'enlève de ma vie qui vraiment te tue. Ouais. Et en fait, on sait pas trop, mais les notifications, bon, ça a été inventé par plein de boîtes un peu en même temps, ça a été démocratisé par les smartphones, etc. Mais t'as le gars de Duolingo qui les a emmenés 100 fois plus loin par l'A/B test, etc. Ah, lui, il fait carrément culpabiliser les utilisateurs, quoi. Oui. C'était une merde si tu cliques pas. Exactement. C'est incroyable. Je vois qu'on parle un peu de Duolingo parce qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas. Ah, c'est ouf. Par exemple, le Duolingo, CAPTCHA. Le truc Ouais. qu'il faut rendre, qui est insupportable. J'en peux plus de ces CAPTCHA et en plus ils deviennent de plus en plus relous avec l'intelligence artificielle en ce moment. Bah, c'est le fondateur, c'est Louis Van Hahn, Voilà. qui a créé, C'est lui qui a créé la cette technologie merde. des CAPTCHA. Lui il devrait aller en prison pour ça. C'est incroyable. Parce que Tu as travaillé gratos pour lui. voilà. Parce que Peut-être que les gens savent pas, c'est que un, tu travailles gratos et deux, ils deviennent de plus en plus durs. Tu peux expliquer rapidement? les CAPTCHA, c'est pour différencier une utilisation robotique d'une utilisation humaine sur un site internet. Ça part d'une bonne intention. Ça part d'une bonne intention. T'as pas envie que ça soit un robot qui vienne acheter en masse ton produit, tu te retrouves en stock ou autre, ou enfin tu peux faire plein de choses un peu horribles en automatisant tout. Donc on s'est dit, tiens, si tu cliques sur un petit logiciel souvent rouge et jaune au début avec des lettres un peu cheloues et que tu le réécris, c'est pas mal. En fait, les lettres, elles viennent d'où? Elles viennent de documents qu'on n'a pas réussi complètement à numériser. Parce qu'on a vu que c'était un C un peu bizarre et l'ordinateur ne savait pas que c'était un C. Donc on s'est dit, enfin, moi rien du tout, hein. C'est Louis Van Hahn, moi j'avais pas ce cerveau-là, surtout pas à cette époque, qui s'est dit ça, qui s'est dit, bah, en fait, si on aide l'ordinateur à mieux le comprendre et qu'en même temps, on permet à des sites internet d'être protégés, c'est les gens qui vont nous dire si c'est bien un C ou pas. Et nous, on le renvoie en fait. Et c'est ça qui faisait payer. C'est ouf. Donc il récupère la data Il récupère la en data, protégeant un site, c'est ça. et d'un autre côté, tu bosses toi à reconnaître des lettres. Pour et des ça, ils le livres, vendent. pour des livres numérisés, pour des articles numérisés et tout ça. Et ils ont été rachetés. Oui. Pour ça. Ça a été racheté à un moment. Alors attends, je vais te retrouver si tu veux la séquence qui était assez dingue. Mais ça rend fou parce qu'aujourd'hui, j'en peux plus, moi, de cliquer sur ce putain de passage piéton ou ce bus de merde. Parce que, ok, au début, on reconnaît des caractères, mais maintenant, il faut cliquer sur des fire hydrants, là, des trucs de pompiers, ou des bus ou des passages piétons. Complètement. Et ça a été racheté du coup pour quelques millions par Google. Ouais, c'est Google maintenant, c'est ça. Voilà. Mais au moment du rachat, il avait déjà l'idée de Duolingo. C'est incroyable. En fait, il la dévoile dans une conférence TED, l'idée de Duolingo, dans une université, en 2011. Il part du principe en fait qu'en mettant au travail des internautes sans qu'ils le sachent, on peut obtenir des résultats extraordinaires. Ce qu'il a pu déjà du coup prouver avec la technologie CAPTCHA. Et aujourd'hui, en 2011, il voulait utiliser la même technique pour permettre aux internautes d'apprendre une langue étrangère gratuitement. Parce qu'il estime qu'à l'époque, il y avait plus d'1 milliard de personnes qui pourraient être intéressées par un tel service. Et c'est là qu'il se dit qu'il peut faire apprendre du vocabulaire tout en traduisant des sites internet. Putain, l'enfoiré, il a refait la même chose. Donc là, t'es en train de me dire qu'il C'est a vendu dingue. son bordel, et il a fait la même chose avec Duolingo. En disant, je vais vous apprendre, c'est gratuit, et en vrai, t'es en train de bosser pour lui. Exactement. Quel enfoiré. C'est un fou. génie. C'est génie, hein. Ouais. Parce qu'en fait, t'as plus qu'à faire une estimation globale quand tu dis comment est-ce qu'on dit une porte door, flowers or bus, et que tu vois que sur 100 réponses, t'en as 98 qui disent door. Ouais. Bah c'est bon, c'est door. Donc tu viens de traduire gratos pour Donc lui. tu récupères la donnée, tu la traites, Exactement, machin, sur des exactement. milliards de gens. C'est colossal. Aujourd'hui, il le fait avec les cours de maths aussi.
Et il a du coup, à travers tout ce parcours-là, optimisé la rétention. En fait, il a compris un truc, c'est que plutôt que d'avoir énormément de monde, ce qu'il faut, c'est que le monde que tu as reste longtemps sur ton application et ait envie de s'amuser. Et il a très très vite compris la puissance de ce qu'on appelle la gamification. Comment est-ce que tu rends une utilisation de base chiante qui est pour apprendre des langues en jeu? Tu connectes tes amis, tu crées un classement mondial, tu fais ce qu'on a... Il a repris de Snapchat exceptionnel, les streaks. Ouais, les flammes, là. Les flammes, exactement. Quand sur Snapchat, tu loupes un jour où tu n'envoies pas un snap à quelqu'un, maintenant même TikTok le fait sur des messages privés et tout ça, il a réutilisé la même chose. Et ça, psychologiquement, par exemple, c'est la première drogue, à mon sens, numérique qu'il faut supprimer pour tout le monde des smartphones, désactiver les bulles de notifications qui vous disent combien de messages ne sont pas ouverts. Vous êtes l'esclave. Vous êtes l'esclave de votre iPhone. Ouais. En fait, il vous dit qu'il y a 2 messages, même si tu n'avais pas envie de les ouvrir, ton cerveau, quand tu vas déverrouiller l'iPhone, va cliquer dessus parce qu'il se dit c'est une tâche qui n'est pas complétée. Ouais. Donc ça te dérange. Ouais. C'est exactement comme il y en a certains qui sont pas dérangés par ça. Tu sors de chez toi sans avoir fait ton lit. Tu rentres, ça te fait chier. Le lit il est pas fait, ça t'emmerde, même si tu as eu la flemme de le faire le matin. Mais c'est la même chose. Et ça, c'était assez dingue. Donc il met la puissance d'un jeu, il connecte les utilisateurs ensemble. Il crée des XP avec des classements, avec des points. En plus de ça, il te rajoute les streaks pour que tu te dises ok, il faut que j'y aille tous les jours. Donc les séries, tu es obligé d'y aller tous les jours, sinon ça te dit... Exactement, mais il y a eu des records, il y a eu des plus de 900 jours sans... Et quand j'ai... Comment est-ce que j'ai compris que parce qu'il y a parfois des sujets dont on parle dans l'équipe et où je me dis ok, moi je me suis dit Duolingo, c'est cool, mais ok. Et j'ai compris avec une phrase quand un collaborateur me dit... non mais moi j'ai pas trop honte, mais parfois même en boîte de nuit un peu bourré, je l'ouvre quoi, parce que je veux pas perdre la série. Et là je me suis dit ok, en fait ils ont fait quand même quelque chose de très très puissant pour que tu n'oublies même pas d'apprendre l'anglais 5 minutes. Et la vraie question à la fin c'était est-ce qu'on apprend réellement l'anglais? Est-ce que ça marche réellement? Donc il y a eu plein d'études, mais il y a tout un bordel parce qu'il y a eu beaucoup d'études financées par Duolingo eux-mêmes, où, tu vois, donc, mais à la fin ça a été vraiment prouvé. Ça fonctionne, et en tout cas, à mon sens, ça fonctionne sur un point, c'est que ça donne envie aux gens de se bouger. Je trouve ça positif. Plutôt que de passer du temps sur Subway Surfer, tu vas ou sur TikTok, je trouve ça cool que tu sois sur Duolingo pour ça. Et la dernière arme de Duolingo, ça a été les notifications. Donc ils ont très vite compris que... Et tu vois l'A/B testing sur YouTube, où maintenant tu peux mettre différentes miniatures et tout ça, Duolingo a fait la même chose. Ils se sont dit, vous savez quoi? Les CAPTCHA, on fait... une moyenne. 100 personnes qui remplissent le CAPTCHA, on sait que c'est un C. On fait la moyenne sur la porte. Door, c'est une moyenne, on a notre réponse, on a traduit. On va voir pour quelle notification marche le mieux. On va en envoyer 100 à des typologies de personnes différentes, 20, 30 ans, 30, 35, hommes, femmes, anglais, français, espagnol, et on va voir quelle notification fonctionne le mieux. Mais c'est des notifications et les gens n'ont jamais désinstallé l'app, c'est ça qui est ouf, c'est des notifications qui peuvent te dire je crois que tu m'as oublié, tu me rends triste. C'est de la culpabilité, quoi. Il arrive à te faire culpabiliser. Et tout ça englobé dans une mascotte incroyable qui est la chouette verte. Et on a eu une chance inouïe sur cette vidéo-là, parce qu'elle a quand même bien marché, je crois qu'on est presque à 300 000 vues. On la sort la semaine où la chouette de Duolingo est morte. Et je te jure, c'était pas un délit d'initié. Je le savais pas. Un coup de com' de fou, c'est-à-dire qu'ils ont fait mourir leur mascotte. Exactement. Pour la faire finalement revivre. Il y a eu une suite et tout ça, c'était. Et le pire, c'est que c'est quand même complètement con, c'est pareil, tu te dis. Enfin, c'est du génie, mais c'est. Moi, je suis un peu. Je sais pas si je suis déçu ou. Mais. Ok, pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont leur mascotte, c'est leur chouette, ils l'ont juste fait mourir, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur icône, elle est morte, voilà, et ils ont annoncé au monde, puisque les gens ne se connectent pas sur Duolingo, toujours un petit peu la culpabilité, notre mascotte est morte. Et en fait, le monde entier s'est engouffré, mais les journalistes, machin, ça a fait la une de tout, alors que c'est... Je connais des présidents de la République qui utilisent la même technique en ce moment pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Oui, c'est vrai. Tu les connais toi aussi? Il est la chouette de Duolingo. Eh les gars, on va tous mourir, allez hop là. Maintenant vous avez racheté, c'est bon. Et finalement, pause. C'est incroyable. Et il joue sur un biais psychologique qui est immense, c'est la version à la perte. Et t'en parlais avec les streaks là, c'est-à-dire que tu veux juste pas perdre un nombre. On t'a dit ça fait 10 jours que tu t'es connecté tous les jours, t'as 10 flammes. Et si tu connectes pas, tu vas la perdre. Et c'est juste la version à la perte. Et c'est comme, là, j'ai noté sur ta vidéo, la notification qui a le mieux marché avec tout leur A/B test, c'est on va arrêter de t'envoyer des notifs puisque ça marche pas. Et donc, quand tu reçois ça, tu te dis oulala, c'est la dernière notif. Donc tu cliques dessus pour pas que ça s'arrête. Très très bonne astuce dans le business par email. Si un prospect ne vous répond pas, vous faites une dernière relance en disant je tenais à être sûr que notre produit ne vous intéressait pas.
sachez que c'est le dernier email que nous vous envoyons. Cliquez ici pour activer. Un taux d'ouverture exceptionnel. En général, tu fais soit la personne s'en fout vraiment, et dans ce cas, c'est pas grave, tu perds rien, et t'arrêtes de la saouler, parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, quand tu fais du call froid et tout ça, tu nettoies ta liste. Mais au-delà de ça, c'est une puissance énorme, parce que parfois, la personne se dit, putain, il est propre, c'est pro, il me relance plus après. Donc j'ai plus le choix, si je repousse encore cet email, je l'aurai pas, sa solution. Évidemment, ça va avec le fait que s'il te répond dans 3 mois, tu puisses créer aussi un peu de désirabilité en lui disant, écoutez, nous verrons, machin. C'est un très bon trick marketing pour les gens qui nous écoutent. C'est très très bon trick marketing, et ça marche vraiment bien. Mais c'est pour ça que je m'intéresse autant. En fait, les gens, parfois, je l'avais mal fait aussi. Je pense à une période, tu vois, sur YouTube, dans la transition, je parlais peut-être beaucoup trop de business. Mais quand tu comprends comment marche le monde, le capitalisme et le business, tu comprends encore mieux comment marchent les technologies qu'on apprécie tous aujourd'hui. Et parce qu'elles jouent sur tous ces... surtout qu'à la fin, t'as pas d'argent, t'as pas de technologie, quoi. Ouais. Enfin, c'est incroyable, je trouve. C'est comme deux mondes qui ne se parlent jamais ou qui n'osent pas se parler et qui finalement, en fait, vivent ensemble. C'est l'industrie des films pour adultes avec la technologie. Il n'y a rien de plus marié que ça. L'A/B testing, ça a été vu sur les films pour adultes au départ. Ah ouais. Le fait d'être avec la souris, quand tu prends ta souris d'ordinateur, tu prévisualises les scènes pour savoir quelle scène t'intéresse le plus. Ça vient de ça ? Mais ça vient de là. Ah, c'est fou. Évidemment. La VR, comment tu testes un produit aussi cher, aussi niche, si t'as pas les films pour adultes ou l'industrie, avec la demande qu'il y a et l'argent qu'il y a dans cette industrie-là, la technologie n'existe pas sans ça. Et tout ça, moi, je trouvais ça génial. Je me suis dit, tu sais quoi, viens, on arrête les a priori, on arrête de se cacher derrière et tout. Si c'est la plus grosse industrie, c'est que les gens le consomment quand même, faut pas être débile. Oui, il faut arrêter de se voir la face. Voilà, c'est pas grave. C'est 50% du trafic internet mondial. C'est colossal, c'est colossal. Et je trouvais ça trop intéressant, tu vois. Donc j'ai commencé comme ça à m'intéresser à ça. Et à la fin, Duolingo, ça vaut quand même autour de 15 milliards de dollars. Voilà. C'est... Les gens qui nous écoutaient, là, ceux qui veulent scroller, tu sais, qui vont dans mon sommaire où je mets les parties de cette interview, sachez que ce sommaire vient de YouPorn ou un des sites les plus connus. Exactement. C'est fou. Et quand tu veux t'intéresser en tant que dev, parce que j'ai bossé avec quelques devs, quand les devs veulent s'intéresser à optimiser l'expérience utilisateur, ils ont leur petite liste de certains sites internet pour adultes qui sont ultra optimisés, où il y a genre 2 boutons, et tout est fait presque à l'œil. T'as presque l'impression que c'est l'œil qui va vers, et du coup la vidéo qui se rapetisse ici pour afficher l'autre, et ainsi de suite. C'est la rapidité aussi, c'est comme ça que les serveurs se sont développés. En moyenne, par accès, j'avais lu dans une ancienne étude, il faudra vérifier cette info, c'était 7 à 8 vidéos ouvertes en moins d'1 minute sur un site internet pour adultes. T'imagines charger 7 à 8 vidéos en 4K sur des connexions OK mais grand public, avec tout ce qui va avec en moins d'une... finalement, quand tu prends cette data-là, ça fait que YouTube aujourd'hui s'ouvre super facilement sur mobile, ça fait que il y a plein de choses. J'ai posé, je vous le dis, c'est la première fois que je le dis publiquement, j'ai été invité par les équipes YouTube récemment, j'ai posé la question en off, j'ai eu un petit sourire. Donc ça vient vraiment de là. Voilà, j'ai pas décrit, mais j'ai compris que les devs ils étaient en mode on peut pas te répondre, mais t'es pas trop loin du compte. Incroyable. C'est trop intéressant, je trouve. Il y a une autre app qui est pareil, culte, qui va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens, et même pas rappeler que des souvenirs, parce que c'est quelque chose qui est encore parmi les choses les plus utilisées au monde. C'est Shazam. Ah, Shazam, quelle histoire. Shazam, c'est ouf, hein. C'est des étudiants qui se sont donnés pour objectif de créer une application et de trouver un problème à solutionner. C'est vraiment comme si demain on s'enferme dans une pièce et on se dit tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose qu'on peut solutionner, on sort pas. Ils créent Shazam, je te la fais de façon... Attends, l'idée est dingue déjà. L'idée est folle. De se dire, ok, on peut reconnaître n'importe quelle chanson, parce que c'est un vrai problème. C'est une vraie douleur. Combien de fois j'ai vu, putain, on a tous vu ces trucs sur les forums. Tu sais, le mec qui poste sur un forum, c'est quoi le nom de cette chanson qui fait la il a l'écrit. C'est exactement ça. C'est débile. Il y en a une là qui tourne et ça m'a beaucoup fait rire parce que du coup, j'avais la même réaction avec ma femme quand on recherchait la musique. Il y a un TikTok en ce moment qui tourne et il fait pardon, mais je veux absolument la musique. Ça fait elle est ridicule, tu vois, en train de le faire. Et moi, j'avais fait la même chose à ma meuf pour retrouver la chanson. Et aujourd'hui, c'est qu'on est capable avec dans Shazam, Google. maintenant. Alors, Shazam, pas encore, mais ça va. Je crois que c'est Google. Ouais. Google, tu peux le faire sur Google et ça marche drôlement bien. Donc, Shazam, c'est ça. En Californie, au début des années 2000, il y a un mec qui sent une révolution arriver. C'est Chris Barton, donc c'est un étudiant à l'université de Berkeley.
Et juste pour positionner quand même Berkeley, parce qu'on l'entend quand même, Steve Wozniak, cofondateur d'Apple, y était, Eric Schmidt, l'un des patrons de Google, y était, Doug Engelbart, l'inventeur de la souris d'ordinateur, y était. Et Chris est méga impressionné du coup de tous ces gens brillants. Et c'est dans cette période d'innovation qu'il décide avec ses deux potes de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment solutionner un problème là-dessus. Et c'est tellement novateur à l'époque Shazam que ça nécessite en fait une technologie qui n'existe pas du tout. Chris, il n'est pas développeur, donc il faut qu'il trouve un développeur. Et c'est comme ça qu'il rencontre le gars qui a vraiment développé au départ Shazam, qui est Avery, et qui sera le développeur de Shazam. Pour bien comprendre juste la technologie derrière Shazam, faut qu'on imagine 3 photos de nous, okay, au milieu de milliers d'autres. Maintenant, faut qu'on apprenne à un ordinateur de sélectionner les 3 photos de nous en lui donnant une nouvelle photo de nous. C'est exactement ce qu'ils font en fait avec Shazam. Ils se disent, bon ben voilà, on a une musique parmi des milliers d'autres, comment est-ce qu'on peut détecter et être sûr du fait que ça soit cette musique-là. Dans une écoute au milieu d'un truc, dans une pièce de loin. Ça a été le plus difficile, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'en studio, quand tu lances au tout départ les prémices de ce qu'était Shazam, c'est ok, tu sais reconnaître que pile à ce moment-là, t'as cette sonorité-là, cette basse qui est jouée, ce piano. Sauf que quand t'es dans un bar avec l'autre qui gueule, Jean-Louis qui dit resserre-moi une bière et machin, t'es dans la merde. Et c'est ça qui a été ultra compliqué à solutionner. J'explique toute l'histoire qui est quand même assez longue, mais passionnante là-dessus. Et il y a un truc qui se passe en fait, au-delà de la reconnaissance, parce que c'est cool, ok, tu reconnais le son de la musique, ça c'est incroyable. Mais imagine la puissance que t'as quand tu as l'application qui sait en temps réel et en premier dans le monde, les musiques qui sont les plus recherchées. Bah oui, mais ça c'est incroyable. C'est ça qui est ouf. C'est ça le vrai business derrière la technologie. Bah oui. En fait, tu sais les musiques que les gens préfèrent dans le monde entier. Avant même qu'elles soient écoutées. Parce que vu que tu la recherches, tu l'as pas encore écoutée. Ouais, donc tu l'as t'as pas l'habitude de la donc avant Spotify, avant Apple Music, avant YouTube, tu sais exactement que cette chanson-là, la semaine prochaine, il y a moyen que les streams... C'est incroyable d'avoir cette avance-là. Et là, il y en a un qui le comprend, c'est Apple. Comme d'hab. Qui dépense 400 millions pour se racheter Shazam. Qui, aujourd'hui, c'était ça. Attends, je vérifie juste la donnée. C'est ça. Le 24 septembre 2018, c'est Apple qui rachète Shazam pour la somme de 400 millions de dollars. C'est l'une des plus grosses acquisitions de l'histoire de l'entreprise avant 2018. Et ils ont compris une chose, qu'ils allaient voir dans le futur. Mais à cette époque-là, personne d'autre l'avait compris. Ils se sont dit, ok, c'est bizarre, ils vont intégrer ça et tout. Moi, je me souviens des premiers iPhones avec l'intégration de Shazam. C'était aussi l'une des premières applications à figurer dans l'App Store. Quand l'App Store est lancé par Apple, Shazam était parmi les premières apps à être suggérées sans qu'ils payent. Oui. C'était les premières apps qu'il y avait. Tu ouvrais l'App Store, t'imagines la puissance de publicité. C'est comme si demain je te dis, tu ouvres YouTube, il y a ta vidéo d'abord qui se lance d'un coup. C'est ouf. Mais oui, en plus, c'est le début, moi je me rappelle très bien parce que c'est les premiers iPhones et j'ai pas eu le tout premier, j'ai eu le 3G ou le 3GS, je sais plus, qui doit être le deuxième ou le troisième, donc assez vite. Tu te souviens de la première fois que t'as parlé à Siri ? Ouais, c'était relativement nul, bizarre, mais c'était un peu magique. Quel temps fait-il demain ? C'était ça s'arrêtait là, tu vois. Ça s'arrêtait là, c'était complètement con. D'ailleurs, c'est toujours un peu con Siri aujourd'hui. Oui. Mais en effet, t'avais rien sur l'iPhone, t'avais pas 50 tabs, ok, tu télécharges un jeu ou deux, mais donc fallait bien que tu joues avec ce qu'il y avait. Et il y avait Shazam, putain, et ça marchait déjà tellement bien. Et aujourd'hui, ça reste parmi les applications les plus utilisées dans le monde. C'est Apple qui publie en novembre 2024 un communiqué pour fêter un nombre hallucinant. Depuis le lancement de Shazam, plus de 100 milliards de recherches de musique avec l'application. Ça correspond à peu près à 12 chansons shazamées par être humain sur Terre. Oui, sachant que t'en enlèves une chier qui n'a pas de smartphone. Exactement. Imagine la chier d'argent qu'ils ont fait. Parce qu'ils l'ont linké à leur App Store, iTunes Store, machin, à l'époque où tu pouvais acheter des chansons à l'unité. Exactement. Et puis aujourd'hui, Apple Music, etc. L'argent qu'ils ont dû faire. Alors, ouais. Mais en même temps, je me pose une question. Tu vois, tu me disais, je suis fan d'Apple et tout. Spotify reste incontournable dans le choix des chansons qui vont te suggérer. Je trouve que vraiment, ils ont une puissance de suggestion de chansons qui est très très forte, Spotify. D'ailleurs, tu parlais de bourse, la progression de Spotify sur les 5 ans est colossale. À côté de ça, il y a Apple qui a la puissance de Shazam, et je me retrouve encore parfois à lancer une musique, et la musique, parce que je l'ai pas mise dans un album ou parce que je l'ai pas mise dans une playlist, elle se relance au début et c'est la même musique qui passe. Et je suis en train de me dire, mais attends, mais pourquoi t'es con à ce point-là alors que t'as cette techno-là ? Donc il y a encore des choses, je pense, en software qu'il faut améliorer. Par contre, tu restes quand même un leader dans la prédiction de chansons. La question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement ça te sert à quelque chose ? Ça peut te servir, c'est
Ça paraît con parce que tout le monde peut se dire, bah, évidemment, il est con. Oui, tu sais d'avance quelles chansons peuvent plaire dans tel pays, telle région ou autre. Donc tu peux proposer les sons de la semaine un peu en avance et tout ça. Mais à la fin, aujourd'hui, j'ai plus le sentiment qu'on découvre des musiques par les plateformes que par la vie réelle. On est tous avec nos AirPods, on est tous avec nos casques, avec nos... Donc, je sais pas vraiment si la dinguerie de l'époque est encore valable aujourd'hui. Ah, ça se dilue peut-être. Exactement, parce que finalement, des gens qui découvrent une musique en boîte de nuit, en soirée et autres, je pense que c'est minime par rapport au nombre de gens qui découvrent dans le Discovery un nouvel artiste, un nouvel album, ou, tu vois, ou même sur YouTube, dans des vidéos TikTok, qui est une puissance monstrueuse. Vous êtes artiste de musique, publiez sur TikTok, je vous en supplie. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas publier sur TikTok. La recherche de musique, c'est comme un restaurateur. T'es un restaurateur, faut que t'aies des vidéos de ton restaurant sur TikTok et sur Instagram. Avant d'avoir ta fiche Google, c'est plus important, quoi. Et ça, parfois, on se rend moins compte de l'impact que ça a, mais les trends sur les musiques et tout ça. Donc, c'est pour ça, pour remettre en question, bon, à l'époque, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, je sais pas si ça va perdurer cet avantage concurrentiel grâce à Shazam. Ça reste une technologie de dingue. Il y a un verbe. Shazamer. Combien de boîtes ont un verbe? Pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Ça, c'est une puissance... Googler, Shazamer. Ouais. Streamer. Mais ça, c'est pas une marque... Airbnb, non. YouTuber, après, t'as... YouTuber, ouais, éventuellement. C'est un truc de fou, mais... Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai utilisé Shazam, une des premières fois, vraiment, ça m'a mis un mindfuck. J'étais dans le sud, je ne sais plus quelle ville, bord de mer, et il y a un concert, mais de l'autre côté. Tu le vois au loin, des lumières, machin, et t'entends le... Et je vois, cette musique est trop bien. Je Shazam, mais franchement, on est à 500-800 mètres, et le bordel trouve la chanson, et je fais, waouh. J'ai plus l'app en tête, j'avais pu découvrir, justement, grâce à Apple, dans un événement, parmi les applications, tu sais, c'était les... App Store Awards de cette année-là, de 2025, et tu avais une application parmi elles qui travaillait avec l'IA. Imagine, hein, tu es juste dans un bar en train de regarder un concert, tu enregistres le concert et tu demandes à l'IA de supprimer la voix, de garder que la guitare, et il le fait, mais d'une façon fabuleuse. Tu as l'impression d'avoir un rendu studio. Il commence à y avoir vraiment des choses en audio avec l'IA qui sont très très puissantes. Mais Shazam, il n'y a pas d'IA. Shazam a été créé avant le smartphone. Bien sûr. De fou. Aujourd'hui, ils sont aidés. Oui, bien sûr. Ils ont dû mettre à jour le modèle. Bien sûr. Mais au tout départ, ils avaient pris des étudiants pour numériser les disques à la main. Ouais. C'était ça, hein, les débuts de Shazam. Ils comparent les spectres. C'était incroyable pour comparer exactement les spectres. Tu as parlé de Steam. Je veux qu'on passe par Steam parce que là, je sais que cet épisode... Il y a une partie de ton audience qui va être là, bien sûr, et une partie de la mienne, et il y a beaucoup d'hommes dans tout ça, dans la tech, etc., et moi dans mon audience aussi, et je sais qu'il y a plein de geeks. Donc parlons des jeux vidéo, parlons de Valve, parlons de Steam, parlons de Half-Life et de fucking Counter-Strike. C'était moins mon époque, ça. Ah ouais? Un tout petit peu moins. Moi, je suis arrivé juste après, je pense, au... Ah ouais? Moi c'est mon époque. Les vrais souvenirs que j'ai, c'est... Alors, plus jeune, hein, du coup. Adibou. Ah ouais, ça, j'ai connu de ouf. Ouais, je l'ai connu, mais c'était pour les gamins. J'étais déjà grand. Ouais, alors plus grand, après, j'avais plus les premiers jeux GameCube. Ouais. Je me souviens plus de la GameCube. GoldenEye. Et ouais, voilà, exceptionnel, ça, GoldenEye, qu'est-ce que j'y ai joué. Et ensuite, c'est très vite arrivé sur des Call of Duty. Tu vois, j'ai moins eu la période, en fait. J'ai toujours été plus console, malgré tout. Okay. Et d'ailleurs, Steam, j'ai fait la vidéo pour mon équipe. Parce que vraiment, j'étais le seul à me dire... Tu te rends pas compte à quel point c'était incroyable? Je me rendais compte de la technologie, mais je me suis pas dit, tiens, ça va intéresser le... Faut reconnaître, hein, moi, tu vois, je suis vraiment... non, mais c'est bien. J'ai vraiment, au début, j'étais en mode... Ouais, ça me paraît logique. Ils ont disrupté comme l'industrie de la musique. Ils ont viré tous les Universal, les Sony et tout, qui faisaient à l'époque des baladeurs et des CD et tout. Ok, j'ai compris la façon de numériser et de surtout avoir une partie scalable beaucoup plus importante. C'est quand même colossal. Steam, pour rappel, au départ, tu vendais un jeu, tu fabriquais la boîte, le CD, tu l'expédiais et tu l'importais en fonction d'où est-ce qu'il était aussi avant de l'expédier. T'arrives avec Steam, mise à jour, etc. Exactement. T'arrives, tu lances une plateforme qui s'appelle Steam, que tu installes sur un ordi, tu peux faire des mises à jour quand tu veux, tu développes un jeu, tu le mets en ligne et tu le vends dans le monde entier. Ouais. C'est quand même dingue quand tu penses à la révolution qu'a été Steam, quoi. Mais tu vois, je ne pensais pas que l'histoire allait autant plaire, et c'est mon équipe qui a forcé en me disant si, il faut que tu nous fasses confiance, vas-y, on y va, on écrit. Il y a deux trucs de génie dans Steam. Il y a en effet l'uberisation en fait, du jeu vidéo, c'est-à-dire on enlève la boîte, on enlève le CD. Et il y a le fait que la plateforme a tellement marché, parce qu'en fait, il aurait lancé la plateforme toute seule, ça se trouve, ça flopait. Mais Half-Life
donc tu as peut-être pas joué, moi je me rappelle très bien, c'était vraiment le jeu moderne, nouveau, qui était fou, tout le monde était dingue, nouveau moteur graphique, etc. Et en fait, ce jeu marchait tellement bien, ils ont forcé de l'acheter sur Steam. Exactement. Et donc, ou de l'activer, il fallait l'activer même au début. Ouais, même si tu avais le CD, tu devais l'activer sur Steam Exactement. pour faire les mises à jour, machin, blablabla. Exactement, sauf que Steam était développé avec le cul au début, Ouais, c'était exactement. nul, et ça a galéré. Hein. Et ils ont forcé les gens à être sur Steam. Et après, bah, il suffisait de rajouter des jeux, quoi. Et de Half-Life est venu Counter-Strike, t'as pas connu non plus? Si, ça j'ai joué. J'ai joué un peu. Qui était un mode, du coup, Oui, au départ, et qui est devenu un jeu... Et qui existe encore, il y a des c'est compétitions colossal. dans le monde entier. Hein, c'est colossal. Et l'aspect communautaire. Ouais. Moi, je me souviens aussi de l'aspect communautaire, de laisser la parole aux gamers et de leur dire quel jeu vous préférez ou quel jeu indé. Ouais. Ça a donné en plus, lui, je l'explique aussi, t'as des jeux un peu gore, un peu bizarres qui de base n'auraient pas dû être acceptés par la plateforme et qui en fait ont été push par la communauté, qui sont se retrouvés en homepage. Oui, c'est les premiers à avoir fait ça. Exactement. Ils ont demandé à la communauté les jeux qu'ils voulaient mettre sur Steam. Ouais. Et d'un point de vue business, fou furieux aussi, forcer la période des soldes, comme Amazon. Avant Amazon, quand on connaît maintenant les Amazon Prime Day et tout ça, à l'époque sur Steam, tu avais c'était quoi? C'était les Day Steam Day, ou je sais plus comment ça s'appelait. Et du coup, tu forçais la période pareil. Des soldes. Exactement. Et donc tous les éditeurs, tu les forçais à baisser le prix. Ce qui est fou, parce que c'est le Uber de l'époque du jeu vidéo, Ouais, quoi. ouais. Tu ne crées pas de jeu, tu ne fais rien, mais tu fais chier tout le monde, mais pour la bonne cause des clients d'abord. Il y a un autre truc super smart qu'ils ont fait, et des gens peuvent s'en inspirer pour d'autres business models, c'est les préventes. Tu sais, les jeux en développement. Ouais. Le jeu ouais. n'est pas fini, Exactement. tu peux quand même l'acheter. Tu commences à le mettre. Ah non, Gabe Newell, c'était un fou furieux. Milliardaire maintenant. Ouais. On lui a envoyé un mail au cas où, parce qu'à ce qui paraît, il a une adresse email publique à laquelle il répond de temps en temps. Je me suis dit, on va voir, on n'a pas eu le retour encore. Mais c'est vraiment incroyable. Et plus milliardaire que Fortnite, Enfin, c'est dingue, hein. Ouais. La position qu'il a eue, c'est colossal, quoi. Bah, parce que c'était pas juste un jeu, c'était un jeu plus la plateforme. Et la plateforme a tout révolutionné. Complètement. Et puis tu marches avec les fees, exactement comme l'App Store aujourd'hui. Ça commence à représenter une part importante dans le business d'Apple, hein, les revenus Ouais. générés par la simple commission. Et, Bah, 30% en même temps. c'est ça, c'est colossal. Prendre 30% de ce que fait tout le monde. Mais là-dessus, C'est les impôts. je les défends. Moi, je trouve que c'est... Alors, il y en a plein qui vont me dire abus de position et tout ça, mais t'as le choix. Personne t'oblige à mettre ton application sur l'App Store. Ah, Oui, non, alors mais ça, c'est leur discours. personne c'est facile. t'oblige d'être Uber. Tu Hmm. peux très bien être un chauffeur privé, lancer ta boîte et aller contacter les hôtels, les concierges et lancer... Il se trouve que c'est quand même beaucoup plus simple sur Uber. Mais je veux dire, j'ai du mal, tu sais, avec la mentalité de... Parce que ils ont réussi un truc grandiose et que le monde entier l'utilise, ah ben maintenant il faut qu'on râle parce que... Non, on Je râle suis pas je suis dans forcément, mais c'est une l'entre-deux. position dominante. C'est une position dominante, Donc- mais c'est pas une position exclusive. En effet. T'as d'autres moyens de le faire. Mais pour avoir déjà fait des apps, Ouais. en Je fait, sais que c'est une chier de les publier et tout, je sais. ah, déjà c'est une chier des publics, Ça, etc. Mais c'est je sûr. te passe même ça. C'est-à-dire que quand tu veux facturer quelque chose dans ton app, genre n'importe quoi, un service, un produit, un add-on, des pièces dans un jeu, ce que tu veux, t'es obligé d'encaisser en passant par Apple. Ouais. C'est-à-dire que tu pourrais faire sortir les gens, encaisser sur Stripe, n'importe où, et prendre ton argent. Non, même ça, tu dois encaisser par Apple, ils reprennent 30% sur tout ce que tu vends Ouais. ensuite. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. C'est ce qui fait que des apps comme Amazon et tout ça externalisent et t'es obligé Exactement. de passer par Safari ou... Et qu'il y a la c'est guerre ouf. entre Si Apple tu et posais Amazon. fortune estimée quand même 9,5 milliards de dollars. Le gars de Steam. Pour Gabe Newell, donc ça dépasse Minecraft, Fortnite, les dirigeants d'Activision Blizzard même. C'est hallucinant, quand j'ai lu ça, je me suis dit attends, autant. Parce que presque, tu sais, plus tu lis des chiffres, plus ça te paraît ok, 9,5 milliards. Non, Ouais. c'est C'est beaucoup colossal. d'argent. C'est beaucoup d'argent. Tiens, pendant qu'on parle de milliards, toi t'es monégasque. Oh purée, ouais. Sans Ah bah, transition, moi ah j'adore. ouais, sans transition. En plus de ça, c'est pas les monégasques qui ont les milliards, quoi. C'est plutôt les étrangers qui viennent résider à Monaco. Et c'est Je fou. l'ai expliqué dans une vidéo. C'est C'était ouais, mais c'est intéressant, pour ça c'est intéressant Monaco pour plein de gens parce qu'il y a plein de Ça fantasmes. Ouais. Et c'est toi qui m'as dit, il y a 10 000 personnes qui sont monégasques dans le monde, c'est ça? Ouais, je crois qu'on est 11 000, entre 10 et 11 Toi, 000. c'est vraiment, t'as le passeport et tout. Ah ben mes T'es né grands-parents là-bas. sont là-bas, ma Ok. mère est là-bas. Ce que je dis, c'est que j'ai eu de la chatte à la naissance, quoi. Je Ouais. peux rien faire de. Et je m'en suis rendu compte à 18 ans. Tu vois, jusqu'à ce que tu partes un peu et tout, tu t'en rends pas compte. Et j'ai pu en discuter là même avec des personnes plus politiques ou des PDG. Et finalement, quand tu as envie de créer une activité, ça m'a rendu mais
ultra service, et puis ça m'a permis en fait de très très vite réinvestir au départ, parce que donc zéro impôt, absolument pas d'impôt à Monaco. Il y a que la TVA, donc le pays vit avec la TVA sur 2,5 km², je vous l'accorde. C'est pas comparable, on peut pas répliquer. Il y a 4 rues. Voilà, exactement. C'est très compliqué de se dire on n'a qu'à faire pareil dans tous les autres pays. Non, pas du tout. Et non, il y a plein de fantasmes. Je réponds à toutes tes questions. Vas-y, c'est quoi les questions, J'en ai plein, c'est-à-dire que déjà, tous les monégasques sont pas riches, ça on le comprend, mais en fait je vais même aller plus loin, je suis désolé de le dire, la majorité des monégasques, je les considère plus comme des feignasses, quoi. Gentilles, mais feignasses, parce qu'en fait elles ont tellement de luxe avec ce que propose Monaco, on est tellement aidés, chouchoutés, on a accès à des logements avec des prix préférentiels qui sont bloqués par l'État. C'est ça que j'allais te demander, parce que t'es quand même un peu obligé d'être riche vu ce que ça coûte. Pas du tout. Okay. Moi, ma mère est aide maternelle, tu vois. Okay. Elle a été aide maternelle et j'ai toujours été en vacances, c'était super. On a vécu normalement, j'ai eu une enfance très heureuse. Et c'est pas... Donc non, j'ai connu plus de monégasques qui se reposent sur leur laurier parce que du coup... T'as un taf super, on ne virera jamais. T'as ton loyer nickel, mais t'as des loyers pour 700-800 euros en tant que monégasque à Monaco par mois. Et t'as un 2 pièces. Oui. Que les autres payent 10-15 000. Oui, 10-15 000, ouais. Exactement. Ouais. Donc, mais je pense que c'est la force de ce pays, c'est de réunir deux économies parallèles qui s'entendent super bien. Les monégasques sont ravis d'avoir des milliardaires parce que grâce aux milliardaires qui dépensent de la TVA, qui achètent des Lamborghini et des Bugatti à Monaco, les monégasques sont aidés à l'année pour être dans un cocon et vachement bien protégés. Et à l'inverse, les milliardaires sont quand même super contents d'avoir les monégasques parce que sinon, tu n'aurais pas de commerce, le pays tournerait pas. Donc en fait, c'est pour moi la force de Monaco, c'est ça, c'est de réunir deux économies parallèles. Et vraiment, tu vois, tu as des immeubles de ce qu'on appelle donc l'appartement des domaines. Donc ça, c'est comme un HLM si tu veux Monaco. Ouais. Et l'appartement des résidents. Mais c'est le même palier, hein. C'est deux appartements, t'en as un qui vaut 800 par mois, t'as l'autre à côté qui vaut 15 000 par mois. C'est dingue de penser ça. Mais ça convient à tout le monde. Ça convient vraiment à tout le monde. C'est fou. Et genre, moi, le seul truc qui me dérange à Monaco, j'aime bien, bon, c'est pas loin d'ici, on est à Nice, là, pour les gens qui savent pas où on tourne. On va souvent à Monaco, on se promène, etc. C'est stylé, belle qualité de vie, tout ce que tu veux. C'est Walt Disney pour adultes. C'est Walt Disney pour adultes. Ouais. Le seul truc qui me dérange, c'est que pour moi, c'est un zoo inversé. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'est-à-dire que si j'habitais là-bas, ça me pèserait vraiment. J'ai l'impression que c'est les... Et ça va être méga moche ce que je vais dire, mais c'est la réalité. C'est les pauvres qui viennent voir les riches, et c'est le zoo inversé. C'est le zoo des riches qui sont là, enfermés dans leur joli Monaco, avec leurs grosses voitures, et tout le monde vient les prendre en photo. C'est très bizarre, cette ambiance. Alors, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, je me suis plus un peu ennuyé au fur et à mesure. C'est tout petit. Parce que c'est quand même petit, donc j'ai très vite beaucoup voyagé, et j'ai eu cette opportunité-là avec mon taf. Mais c'est vrai que tu as quand même ce sentiment-là, mais en même temps, je comprends. T'es quand même dans un régime princier. Le prince et la princesse. Ouais. Déjà ça force, tu sais, comme une adoration. Exactement, c'était Stéphanie de Monaco. C'était la ref incroyable, comme un ouragan. Et je peux le comprendre, mais ça a jamais été... c'est jamais devenu beauf. Non, c'est pas beauf. Ça pourrait vite ça peut pas être beauf. Ouais, non, oui, bon, je sais mais pas. Finalement, il y a quand même un peu cette... je te donne des exemples tout bêtes. Tu peux pas te balader torse nu. Ouais. Les shorts sont pas autorisés dans tous les restaurants, et que tu sois milliardaire ou pas. Hein. La police est J'ai déjà vu des gars blindés arriver à l'hôtel de Paris en short. On dit monsieur, je suis navré. Si tu fous la merde avec ta Lamborghini, tu prends une amende. Exactement. On en a rien à faire en fait. Tu es là pour respecter les gens et pour qu'on te respecte et pour que on vive juste bien quoi. Donc mais je comprends le retour que tu peux avoir là-dessus quoi. Et là, t'habites toujours là-bas, tu te promènes. En fait, moi, je suis toujours resté là-bas. Okay. J'avais pas d'intérêt pour l'instant. Je me posais des questions, tu vois, même pour déployer. J'ai fait 1 an aux US, à New York, ça m'a beaucoup intéressé aussi. Je trouvais ça incroyable. Donc, je suis pas du tout contre le fait d'être ailleurs. Simplement, pour l'instant, j'ai pas eu une opportunité où je me dis, et plus j'avance, plus je peux bosser d'où je veux. Donc je me dis finalement, en plus j'ai toute ma famille, tu vois, j'ai encore la chance d'avoir mes grands-parents, donc tu vois, il y a encore ce côté-là où je vais pas se plaindre quand même, tu vois. Et il y a aussi un truc qui m'a toujours frustré à Monaco, très franco-français, le code napoléonien, qui fait que peu importe d'où t'es dans le monde, si tu deviens résident à Monaco, tu profites de la fiscalité monégasque, etc. Tu peux créer ta boîte. Sauf si t'es français. Et les US. Ah, les US aussi. Ouais, et sauf les Américains. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de... Okay. Mais les US sont imposés partout. C'est encore autre chose. Ah bah surtout, alors là maintenant, on va pas leur s'arranger, je pense. Donc non, c'est vrai.
c'est vrai. Mais en même temps, ça permettait, parce que tu traverses la rue, t'es en France. Donc je pense que c'est compliqué aussi de... Oui, il y aura un max de... Ouais. Mais sur la résidence, quelque chose que les Français ne savent pas, tu es résident français et tu as des revenus étrangers ou revenus monégasques, tu n'es plus du tout imposé de la même manière. Par exemple, un résident français à Monaco qui devient résident monégasque, il investit en bourse sur un compte en banque à Monaco, il n'est plus du tout imposé sur les bénéfices de ses actions en bourse détenues à Monaco en tant que résident monégasque. Ok. Tu vois, il y a des et ça, les gens ne le savent pas. Je sais, il y a plein qui vont me dire c'est pas du tout vrai et tout. Si. Ça te coûte 15 000 euros par mois. Alors, il faut avoir vraiment un gros compte en bourse. Quoi, Ouais, tu vois, ça se calcule. Hein. Ça se calcule, Ah ouais. voilà. Un petit 150, 200 000 de loyer par an, et puis tu peux calculer un petit peu. Mais il y a vraiment tu peux encore avoir des avantages, mais en même temps, Monaco joue le jeu. Il dit, bon, bah, t'es pas enfant du pays, t'es pas de là, donc faut que tu mettes la main à la poche différemment, quoi. Faut que tu mérites ta place. C'est rigolo. Mais c'est spécial, hein. Il y a plein de... Les Émirats, c'est comme ça. Moi, pour vivre à Dubaï, il y a aussi une sorte de protectionnisme. J'allais te poser la question, parce que je sais qu'il y a quand même... Il y a un protectionnisme pour les résidents, enfin pas pour les résidents, pour les citoyens. Ouais. Et ma foi, un pays qui priorise ses citoyens, c'est pas si bête que ça sur le papier, tu vois. Peut-être que nous, on le fait pas, ou pas assez, ou pas. Je vais pas ouvrir le débat, mais voilà, il y a tout pour faire un monde. Je sais pas pour juger Monaco, mais plus pour comprendre un petit peu la vibe et l'ambiance. Et ça, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai fait une vidéo FAQ Monaco, les réponses d'un vrai monégasque. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de... Moi, je m'en fous complet, mais il y a beaucoup de potes qui me disent, ah oui, machin aussi, monégasque, machin aussi. Non, les gars, ils sont peut-être résidents, ils sont souvent à Monaco. Pas le passeport. Et ils sont pas monégasques, et du coup, il y a peut-être des subtilités qu'ils connaissent pas ou qu'ils n'ont pas, tu vois. Et là-dessus, c'était toujours... ça posait toujours... ça élevait le débat, je trouvais. De se dire, tiens, un petit pays fait ça, tiens, la Suisse fait ça, tiens, Dubaï fait ça. Ok, est-ce que si on prend un peu à droite à gauche, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas si tu l'as vu, je trouvais ça méga intéressant. T'as deux personnalités aux Émirats qui ont donné une interview récemment. Je crois que c'était c'était peut-être pas Bloomberg, c'était un média qui s'appelle Billionnaire, je crois. Ouais. Et ils parlent justement de l'intérêt ou non des taxes. Oui, je l'ai vu. Et je l'ai même republié. Elle est incroyable. Ça a tourné partout. Ouais. Elle est tellement factuelle que tu te dis, merde, bon, peut-être qu'on a trop accumulé dans certains pays de choses qui n'ont peut-être pas été positives. Donc, à refaire, c'est impossible de tout faire table rase. Mais il y a quand même des questions qui peuvent être intéressantes, tu vois, à soulever. Sans transition, on parlera de ça sur ma chaîne business. Carrément, moi je suis avec plaisir. Si tu veux qu'on fasse un épisode business, on pourrait, c'est intéressant. Ah, cet épisode est à moitié business. T'as un format de vidéo, et on va rester un peu dans le business, mais peut-être plus dans la vision du chef d'entreprise. T'as un format qui s'appelle 20 minutes avec, où tu vas rencontrer justement des chefs d'entreprise de grosses boîtes. Et t'en as fait plein, t'as fait le DG de Bouygues, Audemars Piguet, Renault, Airbus, Total Energy, Trade Republic, Orlinski aussi, l'artiste. C'était incroyable. À chaque fois que j'entends les titres comme ça, je me dis, wow, c'est... T'en as fait pas mal, hein. Et encore, j'ai même pas toute la liste. T'as fait les VP de chez Apple, les 3 VP de chez Apple. John Ternus et Lisa Jackson, qui travaillent avec Tim Cook. C'est fou. Qu'est-ce que tu retiens, si tu devais, dans tout ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'a le plus marqué déjà en termes de... C'est qui le plus smart? Tiens. Waouh. Qui est le plus intelligent de tout cela? Le plus fou, tu t'es dit, putain, lui, c'est un tueur en business. Je pense que tu vois, Lisa Jackson qui avait travaillé dans le cabinet de Obama à l'époque, je sais plus te dire exactement son poste, avec John Ternus aussi. Donc Lisa Jackson est plus sur l'aspect de l'environnement au sein d'Apple. Quand tu construis un produit, comment est-ce qu'il peut respecter de plus en plus de normes environnementales, être neutre en carbone sur la plupart des produits d'ici 2030. Tu as John Ternus qui est beaucoup plus dans le hardware, donc lui c'est le geek qui veut implémenter des nouvelles tech. Et je trouvais ça dingue de me dire, putain, dans la pièce, t'en as un qui freine l'autre et t'as l'autre qui active l'autre. En fait, c'est comment ça se passe. C'est impressionnant parce que c'est Apple. Et tant que les gens l'ont pas vécu, travailler avec Apple, c'est quelque chose d'à la fois très millimétré et en même temps très fluide. C'est très bizarre à dire. C'est un groupe qui va très peu te parler, très peu te solliciter, très peu te demander de choses. Mais quand tu fais un truc, tout coule de sens et c'est assez... Alors, c'était une interview qui reste assez politiquement correcte, tu vois. Mais une autre personne qui m'a touché, c'est Alix Boulnois, qui est la directrice digitale du groupe Accor. Elle a travaillé 7 ans avec Jeff Bezos, 7 ou 8 ans avec Jeff Bezos. Elle reportait des mails avec Jeff.
Elle l'appelait Jeff. Déjà ça, tu fais... Ok Alix, on va parler. Juste, je veux comprendre en fait. Je veux comprendre le... Et ça m'anime. Et il y a un truc qui revient à chaque fois, c'est la rigueur et l'abnégation. C'est ce truc de se dire, quoi qu'il en soit, si tu dis oui, tu vas bien le faire. Sinon, tu dis non. Et c'est finalement un calme. Plus les invités sont calmes, posés, un Christian Ecker qui a fondé Trade Republic, aujourd'hui il gère des milliards et il a 28 ans, un truc comme ça, 30, enfin un peu plus aujourd'hui, mais il avait fondé ça à 26-27 ans. Il a créé une banque, le gars, quoi. Et quand il te parle et qu'il te dit non, pardon, je pense que t'as pas bien compris là. Tu fais d'accord, je me tais, je vais t'écouter, tu vois. Et t'as ce truc de vraiment toujours très clair. Ils savent où est-ce qu'ils vont. Et mon objectif, en fait, comment est-ce que c'est né le 20 minutes? Je peux te raconter l'anecdote, je l'ai jamais trop raconté, je pense, publiquement. À l'époque, on travaille beaucoup avec le groupe Renault. Ils me proposent un truc fou, piloter une Formule 1. J'adore l'automobile, j'ai dit oui, j'ai passé le permis pour piloter la Formule 1. T'avais pas le permis? Je te jure, j'avais pas le permis, il m'avait prévenu un an avant. Non, je te jure, après une Citroën C3, c'est la Formule 1, 2 mois après que je te jure que cette anecdote est vraie. Et quelques mois après, ils me disent, bon, tu sais, il y a Luca Di Meo qui va succéder à Carlos Ghosn. Ouais. Ça serait intéressant de comprendre, toi, tes enjeux d'entrepreneur et Luca Di Meo. Je me dis, vous êtes gentils, les gars. Moi, je suis youtubeur, en fait. On va se remettre 2 secondes. Je vais pas comparer avec Luca Di Meo. Non, par contre, j'aimerais bien effectivement m'intéresser et tout ça. J'aurai combien de temps? Bah, t'auras, allez, 20 minutes. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est presque le temps que tu utilises, tu sais, quand t'es dans les transports ou dans l'avion ou que tu rencontres quelqu'un à côté de toi et que tu dis, ah, vous faites quoi? Ah, ok. Ouais. Tu parles 15-20 minutes et je me suis dit, comment est-ce que tu peux rendre une conversation profonde et en même temps accessible en seulement 20 minutes avec des gens qui mériteraient des échanges de 24 heures, quoi. Et c'était ça l'enjeu. Et finalement, à chaque fois, et ça m'a valu aussi des critiques. Je te prends l'exemple de Patrick Pouyanné, le côté trop candide, peut-être. Okay. J'ai vraiment posé des questions que moi j'avais, c'est-à-dire que moi, en tant que consommateur et qu'être humain, j'ai l'impression, par exemple, que les efforts que je vais faire ne vont pas suffire à régler le monde en termes d'environnement, d'écologie et tout ça. Et quand je pose la question peut-être un peu de façon trop candide, les gens me tapent dessus, t'es pas journaliste, t'as pas de... Mais non, mais justement, les gars, en fait, j'ai envie de comprendre... Enfin, c'est dingue d'avoir cette discussion si candide avec une personne si haut placée qui t'explique les choses de façon très factuelle et très simple, tu vois. Et je lui dis un truc tout bête, je lui dis peut-être que... Je sais pas, plutôt que de faire ça ici, il faudrait peut-être arrêter d'avoir des générateurs électriques dans Central Park à New York. Parce que là, tu prônes, ou peut-être d'avoir des véhicules qui sont un peu plus récents en Inde. Tu vois, ou tu vas voir la Chine, ou tu vois, et quand tu vois ça, moi, d'un œil, j'étais en mode, j'ai pas trop compris, en fait, si moi je fais des effets, quel est mon impact, en fait, ici. Et ça, c'était des sujets qui m'animaient vraiment profondément, et que j'avais envie de défendre, et c'est ce qu'on fait dans les 20 minutes. Autre personne, incroyable anecdote que je peux avoir sur le vice-président de l'ingénierie chez Airbus. Ouais. Ça commence à être un métier compliqué, ça incroyable. Aussi. Et imagine la scène. Hein. On travaille avec Airbus pour justement comprendre l'avion de demain, le futur. Okay. Donc tu comprends aussi que tu as envie de parler d'environnement ambiant parce qu'on n'a pas le choix. En fait, on ne va pas arrêter de prendre des avions, on ne va pas arrêter la mondialisation pour autant, mais il faut en même temps qu'on fasse mieux. Et j'en suis le premier complètement conscient. Et je me dis que pour faire mieux, le premier moyen, c'est peut-être de financer. Donc de continuer d'être client. Tu vois, il y a tout ce cercle-là que j'essaie de comprendre. Et à la fin, je lui dis, bon, bah, c'est super, on a évolué sur plein de technologies, mais le Concorde, on le reverra peut-être jamais. Et finalement... en telle année, je sais plus, dernier vol du Concorde, on faisait Paris-New York en 3 heures. Ouais. Et aujourd'hui, on le fait en 8. Pourquoi est-ce qu'on a régressé là-dessus? Et le gars t'explique qu'il a fait les premiers essais en vol avec le Concorde pour travailler sur le Concorde et il a presque la larme à l'œil. Et là, tu fais, ouais, putain, la passion, l'humain. Et c'est toujours ce qui m'a impressionné dans la technologie. C'est pour ça que je me suis intéressé à l'humain. On a testé les robots Boston Dynamics. Le robot qui... oui, le robot est cool. Mais les humains qui étaient dans une cave là, pendant 10 ans pour faire ce robot, c'est pas dingue ça? C'est pas ouf? Combien de repas de famille il a loupé, le gars, pour développer ça? Tu peux m'expliquer, tu vois? Est-ce qu'il a pas repoussé le moment d'avoir des enfants? Est-ce qu'il a pas... Enfin, tu vois, à quel point on a dédié notre vie pour améliorer? Et ça me rend vraiment... c'est ça qui me rend profondément heureux, c'est de comprendre l'humain derrière l'évolution et les innovations, quoi. Et puis c'est des implications tellement longues. Ouais.
de balancer un Concorde, de balancer un robot qui, au bout de 20 ans, sera enfin à peu près au point. Ouais, il faut vraiment dédier une grosse partie de sa vie. Bon, Là, ça y est, ça revient, hein, c'est Boom Supersonic, là, hein, qui revient avec des avions type, je schématise, les gens vont me détester, ceux qui connaissent vraiment, mais type Concorde, pour essayer de reproposer des vols très très courts. Vol supersonique, ouais. J'ai hâte. Ah, ça, c'est incroyable. Il y en a un, moi, qui m'a un peu impressionné. C'est Mark Holler, qui est le PDG d'Infomaniac. Juste pour la simple et bonne raison qu'il t'explique dans le plus grand des calmes qu'il connaissait Infomaniac, il était client d'Infomaniac, et puis il s'est dit « Oh, bah, ce serait bien que je bosse là-bas ». Et puis, tu sais, il parle un peu, il est un peu bateau, un peu... il est cool de fou, quoi. Il nous a invités à manger, on a mangé à la cantine de Infomaniac avec lui avant, quoi. Vraiment, c'était... Tu sais, parfois, tu te touches et tu fais « Attends, ok ». Et donc, je me suis fait embaucher, et puis après, je suis devenu chef, et puis après, machin, et puis aujourd'hui, il est PDG, quoi. 20 ans après, le gars est PDG d'Infomaniac, il a démarré en stagiaire, à monter des... Ah ouais, c'était incroyable. Ça, c'est des histoires qui te marquent, et parfois, les gens se rendent pas forcément compte aussi de... les gens glorifient beaucoup les entrepreneurs, ceux qui créent. Mais ceux qui consolident et qui permettent à une boîte de durer dans le temps, c'est pas le même boulot. Et on dit d'ailleurs souvent en business que tu as le mec pour monter la boîte de 0 à 1 million, le mec pour faire scaler la boîte de 1 million à 10 millions, et au-dessus de 10 millions, tu n'as plus les mêmes enjeux. Et alors au-delà de 100 millions, tu n'as plus du tout les mêmes enjeux. Et au-delà d'1 milliard, laisse tomber. Et en fait, il y a une question que je pose souvent, c'est les entrepreneurs sont souvent CEO de leur boîte. Pourtant, les CEO ne sont pas forcément entrepreneurs. Il y en a plein, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait un bon CEO, quoi. Mmh. Et ces réponses-là, elles sont, je trouve, lourdes de sens à chaque fois, parce que les réponses qu'on a en face sont tout le temps variées. Et tu te rends compte que c'est presque plus respectable. En fait, un entrepreneur, j'ai presque l'impression que quand on le connaît, c'est que ça a été... t'as le timing qui rentre en jeu, t'as l'idée, c'est un coup d'éclat. Ça peut être du travail de longue haleine avant, mais le fait d'être au poste de PDG, tu as quand même besoin de connaissances qui sont plus du tout les mêmes que entreprendre pour créer une idée, lever des fonds, et il se trouve que tu as réglé le bon problème au bon moment, let's go, quoi. C'est cool, je dis pas que c'est pas incroyable, mais finalement, avoir tous les problèmes, par exemple, de gestion qu'a eu Uber pour être rentable, ça me paraît beaucoup plus fou que de créer Uber. Tu vois, finalement. Tout le RH qu'il y a autour, machin. Colossal. Putain, ouais. Les enjeux avec les chauffeurs, il y a des problèmes qu'un entrepreneur ne voudra jamais résoudre. Lui, il est là pour créer, pour être le fou, quoi, tu vois, c'est très vrai. l'équipe. Et pour avoir plein de boîtes à différents niveaux, c'est très dur à trouver ces personnes-là. Ah oui ? Le bon DG, le mec qui n'est pas l'entrepreneur, mais qui a un niveau de technicité complètement dingue, ils existent, mais c'est que des gros postes, qu'on fait des grosses boîtes, etc., qui valent 150, 200 000, 300 000 balles de salaire, tu vois. C'est dur de trouver l'intermédiaire qui est pas le mec à 200 000 balles, le DG de Renault, tu vois, ou plus même, peut payer plus à mon avis, et le mec à 5-10, tu vois. Il y a un gap immense entre les deux. Ah, c'est ouf, et je trouve qu'au départ, c'est aussi un enjeu de savoir avec qui tu cofondes la boîte. Beaucoup de personnes ont des idées, veulent tout faire tout seul, ne rien dire à personne. Non, mais parlez à fond de votre idée, essayez de vous entourer. Et toutes les grosses boîtes ont été montées avec au moins deux fondateurs, quoi. Apple, Google, c'est fou, à chaque fois que tu y penses, tu as toujours un gars qui est là pour vendre le produit, un gars qui est là pour rester sur Terre et le fabriquer, quoi. Souvent, c'est ça. Voire même plus, ouais. Voire même plus, ouais. Tu voulais faire quoi quand tu étais gamin ? Comment tu te retrouves là ? Au départ, je voulais être photographe. Première expérience complètement tarée. Alors, j'ai toujours été un peu le gamin qui avait envie de participer sur la scène, quoi. Tu vois, spectacle de Gad Elmaleh quand j'avais 10-12 ans, j'ai dit à ma mère en rigolant, je monterai sur scène. Je monte sur scène parce que je lance une connerie à 12 ans et il me fait monter sur scène pour rigoler. Tu vois, j'ai toujours été dans ce truc de regardez-moi, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, j'avais ce truc-là. Et en même temps, j'avais beaucoup aimé la photographie quand je l'ai découvert. Je fais un premier stage Photoshop quand j'avais 14 ans, un truc comme ça, le tout premier stage d'une semaine tout pourri là, que tu fais. J'accepte un autre job pour faire de la photo pendant le Grand Prix à Monaco, pour photographier toutes les tables et tout ça. Gros boulot parce que tu finis très tard, tu es dans le noir. Les paramètres ont intérêt d'être bons sur ta cam parce que t'as pas le droit à 2 photos, sinon on te prend pour un plouc, quoi, tu vois, qui sait pas photographier. Tu dois parler un peu toutes les langues ou en tout cas te faire comprendre pour pas te gourer sur les prix et tout. T'as 15-16 ans, tu vois, t'as déjà un peu peur parce que c'est pas ton matos et tout ça, tu vois. Je fais ça
Et finalement, vu que j'apprends un peu plus de tips sur la photo via YouTube, c'est comme ça que je me lance sur YouTube. Et il y a 2 créateurs qui m'ont beaucoup inspiré au départ, c'était Unbox Therapy et Marques Brownlee, MKBHD aux US. Je regardais beaucoup les US alors que je parlais pas un mot d'anglais quand j'avais 15-16 ans. Et je me suis dit, si là-bas ils y arrivent, il y a plein de trucs qu'ils ont fait avant nous, on va peut-être y arriver aussi ici. Je démarre YouTube, il n'y a pas les publicités sur YouTube. Et finalement, l'école, ça n'a jamais été ça. J'ai jamais aimé ça. Je courais toujours après l'école pour remplacer des cartes graphiques dans le PC, tu vois, et les faire cramer à la fin. Et c'est comme ça que je me lance sur YouTube. Donc tu es en train de me dire que tu n'as jamais eu de vrai métier? Non. Avec des guillemets. Aujourd'hui, j'en ai un. Aujourd'hui, j'en ai un vrai. Parce que gérer des équipes et créer du contenu, pour le coup, c'est un vrai métier. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était je fais ce truc et je sais pas où est-ce que ça me mène, quoi. Mais en attendant, il y a des marques qui m'appellent au départ. Je découvre ici, première collaboration que je fais, c'était avec Bouygues Télécom qui lance la 4G à Nice. Je vais de Monaco à Nice et je suis trop content et j'ai 16 ans et je me dis, c'est dingue, t'es invité par Bouygues Télécom, tu vois. Donc t'as des choses comme ça qui se passent. Bon, t'as toute la famille qui se met à dos et c'était assez compliqué parce que vu les chances qu'on a à Monaco, qui est con lui? Pour pas avoir un vrai métier. Qui est con? Tu peux pas aller faire, excuse-moi, mais croupier comme tout le monde, gagner 6-7 000 par mois, avoir ton appart et ta voiture et puis c'est bon, t'as réussi ta vie. Et pour moi, c'était un cauchemar. Vraiment, c'était un cauchemar que de faire ça. J'avais vraiment besoin de créer un truc et c'est comme ça que ça a débuté. Et depuis maintenant... ça s'est beaucoup professionnalisé depuis que j'ai rencontré mon agent Influx, qu'on a développé du coup des équipes pour ma production YouTube, que je peux avoir aussi des bureaux quand je suis en déplacement sur Paris, que tu vois, il y a toute une vraie organisation, un mentoring de la part d'Influx qui ne m'a jamais infantilisé, mais au contraire responsabilisé. Tu vas toujours garder l'aspect entrepreneur. On parle de ça, mais si tu le fais pas, c'est pas moi qui vais te dire de le faire, quoi. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait avec le temps. Et puis, tu as une idée, tu la crées, tu te plantes, tu recrées. Aujourd'hui, je me suis éclaté à relancer une marque de textile pour porter le je suis et pourtant je suis pas. Donc, je suis réalisateur vidéo, mais j'ai jamais fait une école de cinéma. Je suis photographe et juste parce que j'ai Instagram. Tu vois, vas-y, prends-toi pour ce que t'es pas et puis tu vas voir, ça va marcher. Je me suis mis dans la musique parce que je trouvais ça incroyable de faire perdurer les 20 minutes via des morceaux de phrases que nos invités ont dites dans des musiques un peu lo-fi pour t'accompagner à travailler, pour travailler. Okay. Donc on a des albums lo-fi mix sur les plateformes et je me suis dit tiens c'est rigolo comment on fait pour distribuer une musique, donc en fait quand on a une idée on l'a fait et puis après on apprend sur le tas et c'est ce qui aujourd'hui fait un peu un écosystème global, quoi. Donc rien n'est impossible grâce à la tech finalement. Ah je pense. Ah non, rien. C'est bon, on nous a prouvé qu'on fait atterrir des fusées, tu veux quoi de plus? C'est incroyable. Et maintenant, le middle de la fusée, il redécolle aussi quelques jours. Enfin, c'est fou furieux. À une époque où même la NASA disait « Laisse tomber, frérot, c'est pas possible. Il est con, lui, ou quoi ?» C'est incroyable. Tu divises par 10 les coûts d'un lancement. Les lanceurs, ils atterrissent sur la mer. On dirait un film de science-fiction. Enfin, moi, j'ai juste un truc. Quand beaucoup de jeunes me disent « Tiens, comment tu fais ?» et tout, juste je fais. Encore hier, à l'aéroport, en venant pour le podcast, j'avais une idée juste de partager le fait qu'on pouvait partager d'anciens contenus et qu'il fallait arrêter de chercher de tout le temps faire des nouveaux contenus, mais aussi continuer de remettre en avant les anciens contenus qu'on avait fait, dont on était fiers. J'ai juste pris mon iPhone, j'ai mis des sous-titres et je l'ai publié. Pourtant, j'aurais pu me dire « Ah non, j'attends d'être dans le studio avec mon équipe de production, je vais appeler l'ingénieur. » Non, ta gueule, quoi. Juste fais, publie, et puis tu vois, et puis t'en fais, et puis... Enfin, j'ai vraiment ce truc-là. J'ai envie juste que les gens fassent des trucs parce qu'ils ont tous des idées de ouf. Et parfois, ils les gardent enfouis alors que ça nous servirait à tous. Ouais, ou ils mentalisent trop des fois. Ouais, complètement. Moi, je pars le bon moment. Enfin, et encore, j'ai que 28 ans. Tu vois, je pars de 2 principes. Est-ce que j'ai ma vie en jeu? Non, ok. Est-ce que c'est dangereux pour mon équipe, pour moi, pour l'image ou non? Bon, alors fais-le. Qu'est-ce que tu risques à la fin? Surtout si ça te coûte rien. Surtout si c'est une idée où tu te dis tiens je pourrais appeler machin, on fait ça, une après-midi on s'amuse, un dimanche après, et puis tu lances et puis tu décides d'en faire un tous les dimanches et puis voilà, et à la fin ça se transforme en média, ça se transforme, enfin c'est dingue. Tu vois, j'avais découvert l'histoire de Legend lancée par Guillaume Play. Ouais. Il arrête le QG, il a l'idée de faire Legend, il démarre Legend au départ dans des locaux comme ça avec des premiers invités qui viennent et aujourd'hui c'est le premier média de France. Tu te dis putain. Fallait juste faire, quoi. Ouais. Fallait juste faire.
Et il aurait pu se dire, ah bah c'est bon, j'ai fait mon média d'avant, j'ai fait 10 ans de radio, j'ai fait... Tu vois, il aurait pu. Et non. Ça, je trouve ça respectable, tu vois, dans des profils... je trouve ça assez incroyable. Je trouve que c'est un très bon mot de la fin, que tout soit possible, grâce à la tech et en osant. Ah ouais. Et tu peux tout faire. Tu prends un téléphone, tu fais des sous-titres. Tu veux parler que aux Américains ? Prends ton téléphone, parle français. Tu fais du lip-sync et puis t'as ta bouche qui va bouger toute seule pour parler. Cite-moi un truc que tu peux pas faire. Tu veux envoyer un mail à Elon Musk ? Tu peux. Personne t'en empêche. Tu veux envoyer un mail à Donald Trump ? Tu peux envoyer... Enfin, tu vois, si tu veux contacter les fous furieux de la Terre, tu peux le... Enfin, il n'y a pas de... Parfois, les équipes, elles rigolent parce que... Je sais pas t'expliquer pourquoi. J'ai mes moods le lundi matin avec un café. Je me dis, je contacterais bien Warren Buffett quand même, avant que ce soit plus possible. Et puis, je prends le mail de Berkshire Hathaway avec le secrétariat et j'envoie un mail. Au pire, j'ai pas de réponse. Tu vois ? Et c'est pas grave. Et je peux vous dire qu'il y en a des dizaines qui sont refusés. Mais parmi eux, t'as la liste que tu cites là et tu passes des moments de ouf, quoi. Et finalement, les gens retiennent à chaque fois que les trucs qui marchent. Mais pour 10 interviews, t'en as 50 qui marchaient pas, quoi. T'en as même qu'on a tourné qui étaient pas bonnes. T'as du matériel qu'on se fait voler pour aller dans des tournages. T'as des histoires de fous. Mais tout ce qui compte, c'est de le refaire. Tu vois. J'espère que vous avez kiffé cette émission. On est allé un peu dans le business, hein. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, mais c'est aussi ça les découvreurs, c'est de découvrir un peu tous les horizons. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Romain vienne sur la chaîne business, et on fera peut-être de l'épisode à mon humble échelle, attends, on va voir, tu enverras les sujets. Hein, on fera peut-être de l'épisode dédié au business, il y a pas mal de bons tricks marketing, etc. Ça me plaît beaucoup d'avance. Merci de nous soutenir, c'est tous les dimanches à 18h les découvreurs. Romain Laneri, à bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir, salut.